Attends, C'est parce que j'ai oublié qu'il faut présenter comme d'habitude. oui, OK. bonjour. Je suis non, c'est toi qui commence avec ça, là. Bonjour, Non, c'est toi. je suis Louis-Philippe Delormier. Ah Non, non. c'est toi, hein. C'est aussi pire que d'habitude, là, finalement. Bonjour. Bonjour, je suis Éric. Non. Ah là là là, nos auditeurs ne seront pas bernés. Ouais. Et je suis Louis-Philippe Delormier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq. Alan, le podcast qui fait vétérinaire qui fait Qui fait le voile, vraiment, qui fait le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Et aujourd'hui, nous nous recevons Louis-Philippe. une invitée merveilleuse. En fait, ça fait On a été. En fait, on s'est parlé plusieurs fois, elle et nous, parce que ça fait longtemps qu'on voulait la voir. Et là, on a eu la chance qu'elle accepte. En fait, c'est pas qu'elle accepte, c'est que les astres s'alignent pour qu'elle puisse venir nous rejoindre au studio. exactement. Parce que c'est bon, on va la nommer tout de suite. C'est Dr Marion Desmarchelier, Oui. qui est une vétérinaire d'origine française, en fait, née en France, qui a fait Installée au Québec depuis. de nombreuses années. Oui. Et que les étudiants québécois ont la chance d'avoir comme Comme professeur. professeur à la Les faculté de médecine vétérinaire. Exactement, de l'Université de Montréal et que les vétérinaires québécois ont la chance de voir en conférence régulièrement et qui est dans les médias aussi et tout ça. Puis on parle évidemment avec elle de ses deux spécialités parce qu'elle est... Ben, parce qu'elle a une spécialité, en fait, qui est très en demande, en fait, les conférences sont toujours très populaires. qui est le comportement. Le comportement animal. Et puis son autre spécialité, Eric? Ce sont les animaux de zoo. Oui, alors c'est une belle combinaison. Là, Oui, zoo and wildlife, en fait. C'est c'est ça. zoo et faune. Faune et zoo, exactement. Faune et zoo. Donc, c'était sa première spécialité qu'elle avait faite. Donc, c'était animaux de la faune et zoo. Puis après, elle a fait comportement. C'est une belle combinaison. Ben, un combo unique, c'est ce qu'elle nous dit d'ailleurs. Elle est la seule à avoir ces deux... Sur la planète Terre, Moi, je dirais peut-être dans l'univers connu. dans ce métavers. Oui. En tout cas, effectivement, puis c'est... en tout cas, donc moi, c'est une invitée que j'ai beaucoup aimée pour ça, parce que c'est des aspects qu'on voit moins souvent. Tu sais, moi, le comportement, je suis pas très fort là-dedans. Puis les animaux du zoo, ben, on n'en voit pas assez. Toi, tu en vois peut-être plus que moi en imagerie, là, mais donc on parle de toutes sortes de choses. On parle de Ben, justement, en fait, elle nous explique dans l'épisode comment elle s'est retrouvée à avoir ces deux spécialités-là. Qu'est-ce qui l'a amené dans un premier temps à qu'est-ce qui a fait qu'elle a voulu approfondir le comportement après avoir fait la première qui était le... Exact. Mais elle nous parle aussi de son arrivée au Québec, son internat, mais de sa rencontre avec Stéphane Lair, qui était un personnage important dans sa... Puis c'est la deuxième invitée, d'ailleurs, que Stéphane... C'est ce que j'allais dire. Stéphane, il traverse un peu nos épisodes de podcast. Il va falloir l'inviter à un moment donné. Oui. Mais l'autre, c'était évidemment Dr Émilie Couture. Oui, exact, c'est ça. Vous pouvez retourner écouter. Puis Eric, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire en introduction, mais écoutez l'épisode. C'est toujours ça qui est le mieux. Cliquez d'ailleurs aussi, allez sur notre page Facebook, cliquez, likez. On a un auditoire puis un groupe de gens intéressés qui augmente avec le temps. On espère que vous avez écouté tous les autres épisodes, mais j'en profite. Puis c'est pas j'en profite. Non, mais attends, juste avant. Ouais, j'ai quelque chose d'important à dire parce que. Introduction. Oui, parce que tu sais qu'on. Non, mais ça, tu vas comprendre, c'est important. Okay. Tu sais qu'on est intemporel toujours. Oui. Puis pour préparer nos introductions, on réécoute nos épisodes. Tente fort de faire ça. Non, c'est ça. Mais cet épisode-là a été enregistré en mai. Donc, vous allez voir. Mai 2023. Mai 2023. Vous allez voir, il y a des références à Daniel. Ouais. Daniel, qui était évidemment présent dans le studio au moment de l'enregistrement. Et donc, c'est un peu... Il y aura quelques épisodes comme ça où que c'est encore le leg de Daniel. Donc, qui est à la console. Exact. Et on le mentionne et tout ça. Donc, juste pour que les auditeurs qui ont peut-être vu les épisodes précédents comprennent. Évidemment, Daniel qui est décédé tragiquement. Ouais, mais on pense à lui encore plus quand on réécoute ces intros-là. C'est un des derniers épisodes qu'on a enregistré avec Daniel. Puis, il y a un épisode court qui est à sa mémoire un peu, là, qui est l'épisode de, je ne sais pas trop sans dire, 31, je pense. Oui, juste avant, là, un ou deux épisodes avant. Hommage à Daniel Gagnon, là, qu'on salue d'ici bas encore. Ouais. Parce que sans lui, ça ne serait pas rendu là, le coq à l'âne. Mais évidemment, en introduction, qui est très longue, il faut quand même remercier notre partenaire financier. Très important, parce que sans eux, ce ne serait pas possible. Exactement. Donc, c'est Purina Veterinary Diets, ou les diètes vétérinaires Purina. Donc, on remercie Myriam Muot aussi, qui nous a aidé, qui travaille chez Purina, qui nous a aidé à tirer les ficelles. Et puis, les sous, ça nous aide à faire un bout de chemin. Puis, on en profitait aussi pour parler peut-être de cette fois-là des diètes sans... Je ne voudrais pas vous faire déféquer avec cette information-là, mais c'est des diètes sur... Non, mais moi j'ai été ça fait très longtemps que je donne du Purina à mes animaux,
Mais j'ai pas suivi l'actualité. Donc, qu'est-ce qui se passe de beau en ce moment? Là, Mais c'est de dire, non, mais parler entre autres justement de leur ligne, parce qu'ils ont une ligne de nourriture gastro-entérite il y en a une à faible gras, il y en a une qui est avec plus de fibres. D'ailleurs, c'est ça que mon chien mange, celle qui s'appelle la fibre balance, là. Et celle qui fait d'ailleurs des sels, je te dirais. Il fait des beaux cacas. Ah, des beaux cacas, c'est ramasser ça, là. Des fois, j'ai presque le goût de plus prendre le sac, là. Puis, ou des exposés. Des exposés sur ton foyer. Sur la charte, d'ailleurs, il y a une charte de Purina pour le caca, là, qui est, ben lui, je pense que ça va de 1 à 6, 7, là. En tout cas, 7, c'est de la diarrhée liquide, quelque chose comme ça. Puis ou c'est l'inverse, peut-être 7, c'est trop dur. En tout cas, mon chien il est juste au bon endroit. Clairement, un oncologue et un radiologue qui parle de ça, on est vraiment dans nos bottines, des chartes de diarrhée. Un peu dans la merde, même, je dirais. Mais puis d'ailleurs, c'est de l'information qui est peut-être difficile à digérer, mais leur diète, elle, ne l'est pas parce qu'elle est hautement digestible et elle aide à favoriser l'absorption des éléments nutritifs, puis sans aller trop loin. Pourquoi elle est hautement digestible? Est-ce que tu as des éléments à nous donner là-dessus? C'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que la gastro-entérite MD, elle se distingue entre autres à cause de ça, la haute digestibilité, puis aussi le fait qu'elle contient du colostrum qui aide à stabiliser la microflore intestinale, Eric. La microflore intestinale, pas la macroflore dont on parle peut-être dans l'épisode avec la faune. La faune et flore vont de pair. Mais donc, ça réduit les risques de diarrhée liés au stress, ça stimule le système immunitaire local et systémique, ça stabilise tout ça. Puis en plus, ça contient des triglycérides à chaîne moyenne. Et ça, Eric... Qu'est-ce qu'ils font les triglycérides à chaîne moyenne, ou Philippe? Crois-le ou pas, c'est une source de matière grasse facile à digérer et à absorber qui procure de l'énergie rapidement. Donc, qui devient rapidement disponible. Et ça ne nécessite pas d'enzyme pancréatique. Alors, soudain, le pancréas peut prendre un petit break, puis ça fait toujours du bien au pancréas de dire, bon, mais moi, je mange pas. Il y a plusieurs races de chiens qui ça leur fait du bien de prendre une petite pause dans leur pancréas. Oui, parce que toi, tu les vois quotidiennement, ces pancréas-là. Ils sont inflammés ou enflammés. Moi, en tout cas, on ne s'enflammera pas là-dessus, justement, mais aussi moins de sels biliaires nécessaires. Puis finalement, ça contient aussi des fibres, les fameuses fibres. Oui, des bonnes fibres prébiotiques, donc les fibres qui aident aussi à stabiliser la flore, là. Donc, moi, pour vrai, on remercie donc Purina et leur nourriture qui rendent les cacas beaux et bons. Bien. Bon. Non. En tout cas, non. En tout cas, facilement ramassable. Mais merci à Myriam que tu as souligné, puis à Hélène aussi, Hélène Rivet, qui sont les deux qui ont... Oui, Hélène et Myriam. Et merci à Marion, évidemment, pour sa participation. Merci encore à Daniel qui nous a quittés. Puis merci à vous tous. Puis au reste de l'équipe de Machine 4760. Oui, maintenant, c'est une grosse équipe. Donc, merci pour lancer cet épisode-là sur les plateformes. Désolé pour la plus longue introduction qu'on a faite jusqu'à maintenant. Mais la plus sérieuse. La plus sérieuse de loin. Et on parle générique. Bonjour. J'ai fait juste le bruit d'ouverture de la bouche. En disant Hey, comment vas-tu, mon mielleux Louis-Philippe? Moi, j'entends la petite jingles, puis ça me met de la joie dans mon cœur. Le bonheur. Je remercie donc notre ami Daniel à la console de nous avoir présenté cette musique-là, parce qu'au début, on ne savait pas ce qu'on faisait. C'est vrai que c'est beaucoup d'épisodes de ça. Ouais. Mais je continue de trouver que. Il y a 10 ans, j'ai un flash. Écoutez ça, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Puis c'est vrai que c'était la version 8 qu'on avait pris. Finalement, les 7 premières, c'était de la bande. Mais non. Mais Dan, qui est à la console de Studio Machine 4771 en direct de Sainte-Thérèse-la-Belle. Exactement. Et aujourd'hui, pour ne pas être intemporel, je vais le dire, parce que moi, c'est comme ça me fait plaisir de le faire, on est le 13 mai 2023. Il fait beau dehors, un petit peu frisquet, mais c'est correct. Je suis en sandales, t'es en souliers, mais surtout, à côté et devant nous, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir la docteure Marion Desmarch-Liar. Marion Desmarch-Liar. Médecin vétérinaire, spécialiste du comportement. Et de plein d'autres espèces. Oui, c'est ça. Comme si double board. Bienvenue parmi nous.
Ben merci, bonjour à vous. Merci d'avoir traversé le désert. l'agglomération urbaine métropolitaine de Montréal dans le trafic. Ouais. Et tous ceux qui me connaissent savent que je vous fais un gros privilège parce que me sortir de la campagne, c'est dur. Là. Ouais. Ça t'a pris quand même beaucoup de temps à venir ici aujourd'hui. Ouais. Ça a été pénible. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais vous, écoute... là, juste vous ou une baleine dans le port de Montréal pour me faire traverser les ponts. Là. Elle nous compare à une carcasse de baleine. C'est quand même... Non, mais pour vrai, je le prends elle est comme... encore en vie. Là. Okay, non, moi, quand ils sont morts, ça m'intéresse ça un peu moins. t'intéresse Non, moins? tu sais, quand il y avait eu la baleine, Oui, là, oui. je venais faire les La suivis baleine de à bosse. comportement. Oui, c'est vrai. Là. Fait que là, je venais tous les jours. Mais c'était la pandémie, il n'y a pas de trafic. C'est vrai. Mais c'est vrai que ma blonde, elle me dit des fois, j'ai un petit quelque chose d'une baleine. Mais bon. En tout cas, on peut élaborer, en parler en long et en large, mais sinon... Surtout en hauteur, mais... Les animaux les plus fascinants. Ben, oui, merci c'est vrai. beaucoup. C'est vrai que c'est fascinant. Ouais. Mais on le dit des fois, mais toi, t'étais dans la shortlist des invités qu'on voulait avoir depuis le début. Puis Oui. là, pour plein de choses, on a fallu qu'on trouve un bon moment, mais là, on est très content que tu Merci, puisses enfin, être là. Ouais. Puis en plus, je te remercie parce que je vois régulièrement ton nom apparaître sur Facebook comme quoi tu as mis un like sur un reel ou sur ci puis sur ça. Puis donc je sais que tu écoutes, tu fouines, tu regardes, donc tu es une auditrice. C'est un défi qu'on s'est donné de dire le plus de noms d'animaux. Tu sais, tu fouines. Oui, j'ai fait exprès, t'as remarqué. Hein? Ouais. Je me suis dit, on va glisser les... Je sais pas si c'est assez. En tout cas, mammifère. Marie... ouais, c'est ça. Bon. Donc Marion, Éric, veux-tu... Parce que, je sais pas, j'avais une intro. Ah, j'avais pas d'intro. Alors, diplômé de l'École nationale... Oups, je viens de postillonner. Éric... Je te laisse débuter. Ouais, ben en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Énormément. Il y a tellement d'arc à tes flèches. Non, T'es tellement d'arc à ta corde. Non, je suis pourrie en tir à l'arc. Pour vrai? Ah bon, ça prend une française pour dire ça, parce que malgré son accent fortement québécois, en fait, Marion est née... hybride, c'est ça? Oui, c'est ce hybride. qu'on a en discuté parlait de juste ça à micro ouvert. Mais donc, tu as fait ton cours de médecine vétérinaire en France. Ouais. À Lyon. Oh, Ouais. un autre animal, c'était fait exprès. En promo 2002. C'est... Ouais. 2002. Ouais. Et c'était les FCB? Non. Non? OK, alors... CPG. CPG. Ouais. Donc, qui est... Cléon Papa Georgiou. OK, voilà. C'est quoi FCB? Parce que moi, c'était French Canadian Bastard quand j'étais aux États-Unis. Je me rappelle plus. Frédéric quelque chose, je crois. Mais donc, en fait, c'est qu'à Lyon, chaque promo se donne un nom un qui acronyme... qui fait référence à un vétérinaire. Un vétérinaire un peu célèbre. Me demande pas qu'est-ce que vous êtes Cléon Papa Georgiou. Je pense qu'on l'avait surtout sélectionné parce qu'il y avait un nom super le fun. c'est comme Papa Georges, finalement. Il faisait quelque chose. Oui, c'est vrai que on a déjà parlé de Marc. C'était quelqu'un d'important. Dont on ne se souvient vraiment pas trop, mais... Non, mais on le salue d'ici bas, probablement, qu'il se retourne dans sa tombe. Ouais. Mais, donc, 2002, à Lyon, tu viens de pour rendre les gens jaloux, là, de la montagne, dans l'Est, dans le Jura. Oui, mais, les Alpes, le Jura, là, j'ai été pas mal dans ce coin-là. Là. Et tu y retournes régulièrement. École préparatoire à Grenoble, c'est ce que tu disais tantôt? C'est ça, le lycée Champollion. Là. J'avais fait mon lycée déjà là-bas, fait que j'étais retournée au milieu des montagnes. Ça a aidé à passer les difficultés de la prépa. Là. Ouais. Champollion, qui, on se rappelle, n'a pas découvert le stéthoscope. Ouais. Merci de ce contexte historique. Et donc, pourquoi la médecine vétérinaire au départ? Qu'est-ce qui t'a amené? Oui, bonne question. En fait, moi, je voulais pas faire vétérinaire tant que ça. Je voulais être fermière. Ça fait que j'ai fait dans le désordre. Puis là, ma famille, ils m'ont dit, tu sais, ce serait peut-être mieux que tu sois vétérinaire si t'aimes les animaux plutôt qu'agricultrice. Fait que je suis d'abord devenue vétérinaire, puis maintenant, je suis aussi agricultrice. Tu fais les deux. C'est ça, t'as pu, j'ai pu avoir le meilleur à l'agréable, ouais. sans spécifier lequel est lequel. Oui, c'est ça. Puis non, mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami de ma famille qui était vétérinaire, puis qui m'emmenait, il faisait de la mix là, dans mon coin, puis il m'emmenait tous les week-ends avec lui, puis c'est quelqu'un d'incroyable. C'est lui qui a inventé le petit crochet à tic. Pour vrai? Oui, puis lui, il faisait... L'acrobar à tic. Oui, et c'était un passionné, un vétérinaire incroyable, fait que j'allais faire toutes les césariennes de vaches avec lui depuis que j'étais toute petite. Fait que il a tout essayé de me montrer les mauvais côtés de la médecine vétérinaire, puis ça ne m'a pas découragée. Est-ce qu'il pratique encore? Moi, j'ai appris ça récemment. C'est Franck Durieux, que tu connais, qui m'a aussi dit ça, que c'était un vétérinaire. C'était comme le monde autre. Je le connais aussi. Ah oui. Puis Franck était à Lyon en même temps que moi. Là. Ah oui, c'est vrai, il faisait sa résidence. Il faisait sa résidence avec Paul Barthès. Exactement. Paul Barthès ils travaillent ensemble encore, d'ailleurs. C'était un joyeux pistolet quand il était résident. Arrête de t'exciter parce
parce que tu vas les voir d'ici 2 semaines. Ouais, 2 jours presque. C'est Tu pars là? mardi. Ah, OK. Wow. Ouais. Parce qu'il y a un congrès, en tout cas, pour être intemporel, il y a un congrès là, On organise à Bruxelles. un là. congrès d'imagerie vétérinaire francophone. Ah, cool. 3e édition qu'on organise à Ah, Bruxelles. Puis c'est Franck, Marc-André et moi qui sommes les Les joyeux organisateurs. lurons, Ouais. là. Ouais. On Ouais. s'imagine que la bière belge ne coulera pas à flot, là, du tout. T'es sûr qu'il y a de la bière en Belgique? Je sais Parlant pas, j'en de ai entendu bière, parler, oui. Parce que- parce Parlant qu'on- de bière. Bon, là, Hey! il y a quand même un petit accro qu'on doit faire parce que là, je me sens mal parce que je dis, nous, on ouvre une petite bière de microbrasserie québécoise au début de chaque épisode. Ouais. Puis, Quel est malheureusement, l'accro? l'accro, c'est que, ben j'en ai, elle est là, mais l'accro, c'est que Marion ne peut pas boire avec nous. Tu sais, Ok. là, la question, c'est est-ce qu'on le fait pareil, nous deux? Puis Oui, on oui, lève- s'il vous plaît, ce serait s'il vous plaît. de là. mauvais goût. Mais non, de- j'ai pris un café, moi, je suis correcte. OK, bon, ben si C'est elle parce que je suis insiste, procrastinatrice aussi. Je veux joindre votre club des. Puis là, ça fait une semaine que je me dis, il faut que je suis hystérique, que je peux pas boire de la bière. Je suis Parce hystérique. qu'on aurait apporté peut-être un cidre ou quelque Ouais, chose d'autre, mais puis parce qu'elle était intolérante au gluten. Ah, C'est Donc, ça, je suis ouais. cœliaque, je peux pas boire de la bière. Ben voyons donc, sacrifice. ouais. Mais c'est pas Quel grave. Ben oui. Mais la Impair. bière, ne la laisse pas Pourtant, réchauffer. Non, mais c'est là, parce qu'il n'est allez-y. pas écrit dans ton CV que j'ai retrouvé en ligne que tu étais cœliaque. Il me semble que c'est la première fois que j'écrirais. Là. Cœliaque de naissance. Mais je le dis à tous les étudiants en première année. Pour vrai? Parce que à chaque fois, sinon, ils m'offrent des trucs, tu sais. Attends, Quand les je fais des étudiants con- t'offrent Ouais, des- Tu sais, quand je fais wow. des conférences et des trucs comme ça, là. Ah, ok. Les T'es étudiants ils nous offrent donnent des des cadeaux cadeaux. maintenant. Ouais, ben ouais. Ils ont besoin Ah ouais. de passer, c'est ça? C'est ça. là. Ouais. Puis là, après, ils m'amènent des gâteaux, puis toutes sortes de trucs, tu sais, ou des super bons chocolats que je peux pas manger. Fait que là, je leur dis, je le dis tout de suite. Mais le gluten dans le chocolat, c'est quoi? C'est. Des espèces d'arômes, des fois, il y a un peu de blé, un peu de farine, tu sais, Ok. mais dans le vrai chocolat... Dans le vrai chocolat, il n'y a pas de gluten. Souvent, il n'y en a pas. tu sais. OK. Tu sais, dans le Valrhona, Ouais. 85%, il doit pas en avoir Non, beaucoup. c'est ça, Ouais. c'est ça. Alors, Daniel, si tu veux, regarde, on va quand même. Et oui. Je vais me sentir mal à chaque Tranquille, gorgée. pareil, ouais. Non, En plus, on va en avoir plus que d'habitude. Je vais peut-être tant déstabiliser. mieux pour là. vous. Mais ça Non. va être la deuxième fois que tu vas être heureux de ça. Oui, hein, ben c'est parce que, aujourd'hui. oui, bon, non, ben, on peut pas le citer parce que là, on va se sentir mal. Non, Puis, c'est correct. bon, Mais alors, regarde, moi, je suis très content de t'avoir parce que, oui, Ouais, on le fait. ouais, ouais, Mario ouais, nous a ouais, donné ouais. le feu vert. ben puis, donc, on va, s'il pendant vous que ça plaît. rouvre, on va continuer Absolument. à dire. Tu t'es rapidement retrouvé au Québec, puis moi, j'ai appris, donc, juste avant qu'on commence, tu disais ça que tu avais déjà un lien, une Ouais. historique familiale d'un lien avec Ouais. un ta le Québec. famille. Oui, mes parents, mon père a fait l'équivalent de son service militaire, en fait, pour Hydro-Québec, là, comme ingénieur. Donc, mes parents, ils travaillaient donc, sur les barrages de la baie James. Au lieu de faire le service militaire, Au lieu de faire le service militaire, et ma mère l'avait rejoint travailler au consulat de Montréal parce que Ok. c'était déjà compliqué avec les ordres parce que ma mère est infirmière. Elle Et pouvait donc, pas elle ne pouvait pas travailler comme infirmière ici, mais elle travaillait au consulat de Montréal. OK. Donc, ils ont habité plusieurs années au Québec. Donc, moi, j'ai grandi, je suis née très peu de temps après ça. Et donc, j'ai grandi dans l'amour du Québec que mes parents ont toujours gardé. Je pense qu'on avait des caisses de poêle avec la tête de raton laveur. J'ai toujours mis ça quand j'étais À petite. la Davy Fait que, Crockett. ouais. Juste Ouais. pour faire une mini parenthèse, ben, on va Oui. boire une brune aux noix de style British. Ouh. Puis c'est donc c'est à l'affût, qui est à Saint-Tite, qui est une, je vais vous lire rapidement, il y a 2 phrases. Bière brune d'inspiration anglaise au réconfortant goût de noisettes et de malt torréfié. En fait, donc malt, c'est là où ça fait malt C'est pour ça. toi. Là. Donc, écoute, santé à toi. Donc, Mais donc santé bois-en à pas. vous. On est Mais ouais. peut-être en train de passer à l'histoire comme dans l'épisode où on aura manqué de politesse envers un invité, mais... Avec... Ah oui, ben oui, ça va passer à Ouais, l'histoire. Mais ouais. En tout écoute, cas, mais santé, on est content que tu sois là quand santé, même. mais Nous, oui, on oui, célèbre oui. ta présence. on va pas la décrire juste pour pas te... c'est parce qu'on est vraiment J'aime bon pas- pour décrire. Non, mais ça me dérange pas parce que honnêtement, j'aime pas tant que ça la bière. Tu sais, comme j'en achète pas vraiment de la bière sans gluten. Mais nous, on le fait. Ah ouais, mais il y en a de la bonne sans gluten. Ouais, Si il y je en peux, a. il y en a mais plusieurs. c'est pas, je suis plus cidre. Ah oui, nous, bon, on fait mais du je- cidre. Mon chum fait du cidre maison. Ah oui, là, ben là. avec je veux les dire, pommes et un moment tout. donné, on peut pas... Mais je me suis Mané. dit, je vais vous en amener. Puis il est comme le degré d'alcool n'est pas exactement Oh. compatible avec rentrer Ouais. chez nous après. Ouais, c'est ça. L'hygromètre Je ne me se suis trompe pas. dit que ouais. Mais juste pour revenir au Ouais. fait que tu parce que tu es arrivé au Québec officiellement Ouais. en mars 2023. Ouais. Puis si tu me le Quoi? permets, En mars 2023? pour ça... 2003, ouais. 2003, excuse-moi. Oui, c'est ça. 2003. Juste Oui, 20 d'abord. Il y avait Juste un temps. 20 ans plus... Ouais, ouais. Non, en mars 2003. Si tu permets, est-ce que je peux relire quelque chose que tu avais mis sur ta page Facebook? Ah ouais. Bon, alors toi, tu l'as vu ça ou... Non, ben ok. attends, vas-y. Ben, tu l'as peut-être vu, mais... Ouais. Bon, alors, voici. Je lis ce que tu as écrit sur ta page Facebook le 31 mars 2023. Mars 2003. Je débarquais dans la tempête de neige pour la première fois à Montréal. 3 petits points. Un peu plus tard, perdu pour la première fois dans les couloirs de la FMV, quelqu'un me demande si je me suis égaré. Non, je suis pas garé. Je suis venu à pied.
Je suis venu à pied. Voyant ma grande compréhension du français local, il me demande qui je cherche. Je cherche Stéphane Lair. C'est moi! Ainsi a commencé mon aventure québécoise il y a exactement 20 ans. Et là, elle a mis une photo, tu avais mis une photo de ton premier projet de terrain printemps 2003 avec l'implantation d'émetteurs satellites dans la cavité célémique, exactement, de Canard RLD Cacaoui. En tout cas, c'est pas le meilleur nom. Donc ça, c'était avant de faire un internat à la fac? Oui. J'ai fait un stage, en fait. C'est l'année où il n'y avait pas de 5e année. Mais c'est l'année où tous les Français... C'était un stage, c'est ça que tu disais dans ton post. Il y a eu une année où, à la fac, c'est passé de 4 à 5 ans. Fait qu'il y a eu une année où presque toutes les 5e années étaient des Français. Puis après, l'année d'après, tous les internes étaient des Français. Fait que moi, je suis cette batch-là. Fait qu'après, Nadège Laurent, qui était comme les premiers à avoir un peu amener des Français ici, mais nous, c'était assez facile cette année-là. Sauf que moi, je suis arrivée et c'était la grève des personnels de soutien. Fait que tous les stages étaient annulés. Mais là, Stéphane, il avait besoin d'aide. Et puis, donc, j'ai embarqué direct avec lui pour aller à Niagara-on-the-Lake, mettre des émetteurs sur les canards. Puis c'était assez épique parce que je débarquais au Québec, je comprenais rien au québécois. Lui, il riait tellement de moi parce qu'il disait donne-moi une aiguille 23. Puis moi, j'étais comme c'est quelle couleur les 23, tu sais. Puis là, il disait mais voyons donc, tu sais, comme ils sont pas les mêmes couleurs qu'en France. Vous regardez les couleurs, tu sais. C'était que des affaires de même. Ah ouais, puis là, j'arrivais pas à lui dire pas vous, tu sais, j'arrivais pas à lui dire tu parce que j'étais trop gênée. En France, on vous voit tout le monde. Ouais. Vous voyez, parce qu'ils ont changé un peu les Français là-dessus. Ouais. Mais dans ce temps-là, il y a 20 ans. Là, pour vrai, je suis allé récemment, puis on dirait qu'ils tutoient plus vite que nous maintenant. On dirait qu'il y a eu un genre de... mais ici, ça vous voit plus aussi. Qu'avant? Je trouve qu'avant, oui. Mais mais c'est vrai que pour les professeurs, puis tout ça, c'est quand même plus formel. Moi, je regarde les communications. Quand un étudiant nous écrit, mettons, pour un stage, c'est très, très formel, puis les formules de politesse, puis tout ça. Mais juste une petite parenthèse, parce que j'ai lu ton texte, puis tu disais pas mal de chemin parcouru depuis ce qui ne devait être qu'un stage au Québec, ça ne nous rajeunit pas. Puis ça, tu as mis ça le 31 mars sur ta page Facebook. Puis le lendemain, je trouvais ça drôle parce que le 1er avril, on a une amie commune, Éric et moi, qui s'appelle Laurence, puis qui est avec Pierre, qui est un couple de Français. Elle écrit, le lendemain, donc le 1er avril, elle écrit il y a 30 ans, vendredi le 1er avril 1993, j'arrivais pour la première fois à Montréal dans une tempête de neige. Le chauffeur libanais m'avait accueilli avec ces mots « Bienvenue dans le plus beau pays du monde ». Puis ça, elle a mis ça un jour après toi, tu as mis 20 ans. Donc, elle est arrivée à 10 ans avant toi. Pendant 30 secondes, je pensais que les deux se connaissaient. Non, ils ne se connaissent pas du tout. C'est juste parce que j'ai vu ton post, j'ai trouvé ça cute, puis ça, puis je l'avais pris en capture d'écran, je m'étais dit, j'en parlerai dans le podcast. Puis le lendemain, Laurence écrit ça, qu'on connaît, puis qu'en ce moment, ils retournaient en France, ils sont retournés, ils vont revenir, tout ça. Mais donc, c'était similaire, mais elle n'est pas vétérinaire, donc c'était pas du tout à propos de la médecine vétérinaire. Mais donc, il y a eu un genre de beaucoup d'échanges comme ça, évidemment. Il y en a encore beaucoup. Ma conjointe est française, donc elle fait partie de ces genres d'échanges-là. Mais elle vient d'Alfort qui, je sais pas si en tout cas, je sais pas s'il y a une petite compétition avec les écoles françaises. Non, il n'y a pas de compétition parce que Lyon est la plus ancienne et la meilleure, très largement. Moi, je pensais qu'il disait la plus ancienne, c'est Lyon, la meilleure, c'est Alfort. Non, c'est largement à tous les points de vue. Fondé par Bourgelat. C'est plate parce que fondé par Bourgelat et mon arrière-grand-père, vous qui aimez l'histoire. Ben oui, vas-y. C'est quoi ça vient du champ gauche en tabarnouche? Oui, mon arrière-grand-père du côté maternel était dans les fondateurs de l'école vétérinaire de Lyon, qui n'était pas sur le site de Marcy-l'Étoile, qui était dans Lyon. Mais qui était vétérinaire. Il était vétérinaire, il était professeur à l'école vétérinaire de l'école nationale. Donc c'est un ami de Bourgelat. Ben, je ne sais pas s'ils étaient amis, mais il était contemporain. Peut-être qu'ils se détestaient, c'est pour ça que son nom n'est pas resté. Il était peut-être moins... Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai retrouvé la moitié de son encyclopédie dorée à leur fin. Ah oui? Et c'est avant Pasteur. Fait que c'est avant la découverte des microbes. Mais tu l'as retrouvé. Mais c'est où ça? Chez ma grand-mère, là. Fait que parce que, tu sais, de A à Z, moi, je crois que j'ai de G à Z. Tu sais, j'ai pas... il manque la moitié de la collection, je sais pas où elle est. Mais j'ai aussi retrouvé ses instruments. Mais ça vaut littéralement de l'or, là. Non seulement en valeur, je parle pas en valeur, mais en valeur historique. C'est incroyable. C'est vraiment génial. Mais donc, c'est plusieurs volumes, c'est ça? C'est plein de volumes, puis c'est classé par... c'est une encyclopédie. Puis là, tu regardes... Je dois avoir le début de l'alphabet parce qu'il y a les D.
sucré, tu sais, genre diabète. Mais là, ben, il goûtait. C'est sucré, c'est Oui, du diabète sucré. D'où d'ailleurs le nom, c'est ça, diabète sucré versus sucré. diabète insipide. C'est ça qui n'avait pas de goût. Fait que c'est fascinant de lire Mais ça. c'est une encyclopédie que lui a écrit ou qu'il avait comme référence? Je pense que c'est Mais c'était l'encyclopédie écrit, de l'école de Lyon. Là. Mais c'était l'époque des encyclopédistes. Il y a son nom doré à leur fin sur la couverture. La couverture de toutes les... Parce qu'il y a plein de volumes. Là. Parce qu'on est dans le siècle des Lumières encore, là, dans la fondation de... 1800 quelque chose, 1860. C'est pas 17, fin du 18e, non? Non, c'est... Ben, l'école de Lyon. Parce qu'il y a différentes dates sur l'encyclopédie. C'est pas toutes les volumes ne sont pas sortis la même année. Oui, c'est ça. C'était un travail de moi. Parce qu'en fait, c'est vrai, tu as raison, parce qu'en fait, c'était fondé... C'était pour les armées napoléoniennes, en fait. Donc, c'était au début effectivement, c'est 1804, 5, 6. Ouais, puis les livres sont sortis post-révolution, après, en fait. probablement plus à leur fin de leur carrière. Les grandes écoles, Mais c'est quand même avant Pasteur. L'encyclopédie, là. Donc, c'est assez incroyable de voir comment ils faisaient leur diagnostic, etc. Puis il avait un thermomètre qui était long de même. Il y avait tous les petits flacons là, de l'arsenic et tout ça. Wow! Mais c'est vraiment merveilleux. cool. Merci d'apporter cette information. Ouais. Fait que j'avais de la médecine vétérinaire dans ma... Moi, mes ancêtres faisaient dans tes gènes, oui, c'est ça. Moi, mes ancêtres faisaient pendre. C'est pas vrai. C'est complètement différent. Ils se battaient contre l'ancêtre de Charles III, en fait. Ah oui. Non, nous, on a été plus brillants. On a compacté le nom, tu sais. On n'avait pas c'est pour ça que j'ai plus de particules. Des particules, oui. Non, mais toi, ils l'ont mis démarchelier. Oui, pour faire moins noble. Non, mais en France, il y a encore beaucoup de lorimiers en France. Hein, des lorimiers qui n'ont pas le « de », là, mais qui s'en sont départis. Question de garder justement la tête. Là. Mais c'est très intéressant, ça. Puis je suis sûr que Michel Pepin, qu'on a déjà reçu dans un épisode antérieur, tu lui as déjà parlé de ça? Non. Ben voyons, il aurait capoté. Je pense qu'il serait tombé à terre, puis il aurait dit je peux-tu aller visiter la maison de ta grand-mère? Je lisais les livres, là, En fait, pour faire le lien, parce que David Francos, pour rester bien intemporel, qui vient d'être nommé doyen. Parce que, on l'a peut-être pas dit, mais tu es enseignante à la faculté de médecine. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Et donc, il vient d'être nommé tout juste doyen de la faculté. Puis Michel a fait un post pour dire que c'était le premier, sauf erreur, en tout cas, le premier français doyen de la faculté. Puis, mais en fait, il y a eu les deux d'Aubigny, qui étaient des Français. Est-ce qu'il était doyen? Est-ce qu'il était... Oui, qui avait été formé en France, je pense. C'est ça la différence, parce que lui, il a fait son école en France. Mais depuis qu'on appelle ça un doyen de la faculté, en tout cas... C'est le premier, c'est ça. Mais en fait, ça faisait penser, parce qu'on a Armand Tremblay, qui est dans la famille de Sébastien, qui est l'autre partenaire de machine 4771. 4771. Ils ont à la Société de conservation du patrimoine vétérinaire, ils ont la valise du premier Victor Théodule d'Aubigny, la valise originale dans laquelle il y a les instruments. Fait, ça me faisait penser à ça quand tu parlais que tu avais aussi retrouvé des instruments. C'est vraiment... c'est fascinant de voir les outils, ce qu'ils avaient en fait. Alors, quand tu y penses, ils connaissaient même pas les micro-organismes. Puis moi, ce qui me fascine le plus, c'est qu'ils avaient des choses qu'on a perdues dans le sens de l'observation, la description. Mais ça... moi, je ramène toujours les étudiants à ça. Arrête de regarder tes tests diagnostiques, regarde ton animal, mais ça, je fais la même chose. Sens-le, palpe-le. C'est ça qui est le plus important. Puis quand tu lis cette encyclopédie-là, tu vois à quel point ils étaient meilleurs. Oui, ils étaient meilleurs pour tout ce qui est... Il n'y avait pas besoin de radiologiste dans ce temps-là. Non, mais pour vrai, c'est avant. C'est vous qui avez tout fucké, les radiologistes. Non, mais dans le sens mais ça s'applique aussi. Puis moi, je l'ai déjà dit à ce micro-ci. Luc Breton, ce qui était capable de tirer d'une radio versus ce que nous, on est capable, c'est parce que... Vous avez d'autres modalités. Exact. Plus de modalités. Exact. Tu maximises toujours. Fait que quand tu as tes yeux, puis tes mains, puis ton odorat à peu près pour faire ton diagnostic... Mais vraiment, observer le patient. Non, mais observer le patient, parce que des fois, tu dis, comment il va? Puis là, tu dis, mais est-ce que tu as observé? Est-ce que tu l'as observé respirer? Je l'ai ausculté. Non, est-ce que tu l'as observé respirer? Est-ce que tu as regardé comment il se déplace, quel mouvement il fait, etc. Puis tu sais, des fois, c'est de le faire bouger dans la pièce. Tu sais, on examine un chat sur une table, des fois, il retourne tout de suite dans la cage de transport. Puis même moi, je prêche... Je fais l'erreur aussi. Des fois, on le fait pas bouger, puis tu le fais marcher, puis il est plantigrade, puis il y a quelque chose que tu n'as pas vu, puis que le client a oublié de te décrire ou qu'il n'a pas remarqué, qui est arrivé progressivement. Puis après ça, toucher, palper, il y a plein de choses, puis je le dis assez souvent, là, mais même, il y a plein de choses qu'on oublie de faire, puis on fait des raccourcis. Tu sais, avec les animaux de zoo ou sauvages, on peut pas autant les toucher, fait qu'on observe beaucoup plus, puis on est meilleur là-dedans.
Puis là, tu te dis, mais regardez-les bien, les animaux domestiques, on voit plein de choses. Puis, tu sais, maintenant, la fréquence respiratoire au repos, c'est quelque chose qui est un bon indicateur tu dis pour les avec les problèmes animaux du cardiaques. zoo, mais avec le comportement aussi. Oui, c'est beaucoup de l'observation, de comment ils réagissent à ce qui se passe dans la... Pas besoin de les toucher ou de les manipuler. Tu peux voir tellement de choses. En fait, tu as les deux spécialités, toi, de celles où vous regardez. Il faut qu'on finisse au moins le parcours, parce que, tu sais, oui, parce que là, on y arrive. Non, mais pour que les gens comprennent tous ces liens-là. Donc, une fois que tu es ici, tu fais son premier projet-là avec Stéphane. Ensuite, tu fais un internat à la clinique des oiseaux de proie ou avec Guy Fitzgerald. J'ai eu vraiment de la chance, en fait. Ben, de la chance, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, ou on fait sa chance aussi. J'ai pris les opportunités, disons, je pense. Tu as mis ton pied dans la porte. Oui, parce que je savais pas, moi, les internats en France, c'était pas payé. Fait que pour moi, en fait, c'est drôle parce que je dis toujours aux étudiants... ce que vous pensez que vous allez faire quand vous êtes à l'école, c'est pas du tout la même chose. Moi, je voulais être vétérinaire mixte. Toute l'école, là, je voulais être mixte. Puis le jour, la fin de ma 4e année, là, je partais en pratique, puis je voulais plus entendre parler de l'école. Plus jamais de ma vie. Là. Alors moi, je me destinais du tout à l'académique. C'est drôle que toi, tu dis ça. Ah non, zéro. J'étais comme... j'ai passé mon dernier examen de 4e, puis j'étais comme... Toute ma 5e année, je l'ai fait à l'extérieur de l'école. J'adorais mon école, là, c'était pas le problème, mais moi, j'étais une praticienne. Là. Je voulais être sur le terrain, soigner les animaux. J'avais fait toujours ça. Je travaillais comme technicienne. Tu penses que tu as un plus gros impact à avoir les mains sur l'animal puis de traiter l'animal, mais des fois, tu peux en avoir un plus gros à... C'est ça. Puis là, le fait d'être venu en stage à Saint-Hyacinthe, d'avoir découvert la faculté avec des gens qui sont des vrais enseignants passionnés, et puis de voir que l'internat était quand même rémunéré, je me suis dit, ça, ce serait cool. Mais j'avais raté le deadline parce que je suis arrivée en mars, comme tu le disais. Fait que là, c'était trop tard. Mais l'interne qu'ils avaient pris à la clinique des oiseaux de proie, pour différentes raisons, a arrêté. Fait que là, Stéphane, à qui je dois tout, Stéphane Lair, professionnellement et humainement, c'est lui qui m'a fait rencontrer mon mari. Stéphane m'appelle et puis il me dit, si tu veux l'internat, viens-t'en. Fait que là, moi, j'ai tout quitté, tout ce que j'avais en France. J'ai passé ma thèse, j'ai quitté ma job. T'étais retournée là-bas puis t'avais fait... Moi, je travaillais je travaillais en mix dans le Jura. Là. Je travaillais, fait que j'ai de l'expérience en clientèle mixte. Juste parce que... T'as fait un an. Une petite parenthèse, parce que peut-être tous nos auditeurs sont pas familiers avec le fait que pour devenir... docteur en même temps. Je sais pas à quel moment il faut que tu fasses une thèse. Oui, on fait une thèse. Donc, je suis allé revoir un peu la thèse. Ma thèse. Sur le chien de prairie. Oui. Chien de prairie. Groundhog. Tu veux dire le nom latin? Prairie dog. Oui. Non, c'est vrai, c'est Prairie Dog. Parce que dog, ça va t'aider. Cynomys, c'est intéressant parce qu'il y a Cynomys, OK. Ludovicianus. Oh, Ludovicianus, OK. Mais nouvel animal de compagnie. Ouais. Donc, attends. Point d'interrogation? Non, 2 points. 2 points. Enquête auprès des propriétaires en France. Là, je me suis dit, attends. En 2002, 2003, la thèse passée, parce que tu disais que tu l'as fini pour pouvoir revenir. Mais donc, chien de prairie, animal de compagnie en France, ça, c'est usuel? Non, ça ne l'est plus, en fait, mais à l'époque, ça commençait. Mais il venait d'où? J'en avais 2. C'est dans une lubie d'animalerie, là, de ramener un nouvel animal. Mais c'est tellement fascinant. Tu sais, je veux dire, mais c'est pas natif de la France, je veux dire. Ça venait d'Amérique du Nord. C'est le chien de prairie. D'Amérique du Nord, de l'Ouest canadien. Voilà. Puis c'était mon côté probablement déjà conservation, parce que les Américains ont été quand même capables d'exterminer 99,9% de la population de cette espèce de chien de prairie-là. Puis il y avait des gens qui les avaient comme animaux de compagnie. Puis aussi mon côté probablement comportement, parce que c'est un animal qui a un langage hyper complexe. Il se parle et tout. Moi, je pourrais passer des heures à les regarder. Verbalement? Verbalement, physiquement, ils font la holla, ils sont super le fun, c'est très interactif. Donc, j'ai fait de ma thèse sur les chiens de prairie. C'est très hyper sociaux. C'est intéressant parce qu'en fait, tu parles de conservation puis de comportement. Dans les thèses, il y a des dédicaces, tout ça, mais tu as écrit 2 choses. Aux espèces animales menacées par l'homme et à tous ceux qui luttent pour leur sauvegarde. Et à tous ceux qui sourient à la vie comme les chiens de prairie sourient au soleil. Tu vois, c'était dans la... C'est poétique, hein? C'est vrai que... J'ai écrit ça et je m'en rappelle plus. Oui, c'est dans les débuts de... C'est vrai que des fois, on écrit des choses... Il y a 20 ans, hein? C'est avant que je sois avec Stéphane, parce qu'il m'aurait parfaitement interdit d'écrire un truc comme ça. C'est sûr, c'est pas de niaisage, pas de... Oui, mais en France, on voit souvent ça dans les thèses. Mon Dieu, j'avais complètement oublié que j'avais écrit ça. Donc, juste un petit clin d'œil sur la thèse. Si tu regardes les chiens de prairie, c'était comme une introduction un peu... Ça me représentait déjà bien, là. Ouais. Excellent. Et donc, excuse, je voulais juste parler de la thèse un petit peu. Et donc, là, tu reviens au Québec pour... Fait que là, je reviens au Québec et puis pour un an d'internat. Et puis après, tout s'est enchaîné. Finalement, ils ont ouvert la résidence en médecine zoologique. J'étais la première résidente en médecine zoologique. Et puis voilà. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés voisins, en fait. On était... Parce que moi, j'ai commencé ma résidence en 2007, mais toi, en fait, t'avais... Parce que t'avais fait ta résidence... 2005, j'avais commencé.
Ouais, j'ai fait un peu, ça comme un peu... Quand Stéphane est parti en sabbatique, ouais, j'ai en fait, remplacé un petit peu. Fait que j'ai fait ma résidence maîtrise sur comme 4 ans, 4 ans. avec une petite pause clinicienne au milieu. Puis Eric habitait au-dessus de chez moi. Ouais. Ouais, dans l'appart de Pépé et sa guitare. C'est vrai. Tu faisais moins de bruit que lui. Ouais. Ouais, voilà. Puis après ça, c'est parti donc à l'île du Prince-Édouard. Ouais. Comme Magnifique enseignante île, ouais, comme professeur à là-bas. l'école Ouais, à Atlantic Veterinary IVC, College. J'ai fait 4 ans là-bas. Comme en médecine zoologique, en fait. Puis là, j'ai fait beaucoup de faune aussi, beaucoup de mammifères marins. C'est super intéressant. Et puis, l'appel du Québec est quand même... on est revenu après la naissance de notre fille, là, donc 2013, quelque chose comme Mais ça. langage, question de vouloir revenir dans un francophone, opportunité à la fac? Ouais, plus opportunité. C'était un peu compliqué à l'île du Prince-Édouard. Là. Il y a les universités, les hôpitaux, ils ont toujours des hauts et des bas. Fait que là, c'était comme un bas. Fait que c'était comme... on a eu des opportunités professionnelles au Québec. Là. Mon mari a eu une bonne opportunité. Donc, on est revenu. Puis ben, moi, j'étais comme entre deux. Qui était le zoo de Granby à l'époque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait qu'il a pris le poste au zoo. Et puis, moi, c'est Stéphane m'avait toujours dit, si tu reviens, tu pourras travailler avec les belugas. Fait que là, je suis allée le voir. Fait que j'ai travaillé clinicienne en médecine zoologique. Puis en même temps, comme ça, je manquais de défis là, avec un jeune bébé. Je sais pas à quoi j'ai pensé. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, je vais recommencer une résidence en médecine du comportement avec Dr. Franck. Puis qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir aller vers le comportement? C'est très complémentaire, je trouve. Ouais. Puis est-ce que ton double board, il y en a beaucoup qui l'ont? Non, personne. T'es la seule à avoir cette combinaison-là? Ouais. Parce que tu sais, j'en connais qui ont des triple boards, mais qui ont pas aucun rapport, mais je veux dire, aux États-Unis, j'ai vu des gens qui avaient nutrition, onco, puis tu sais, on peut dire, OK, la nutrition, puis en fait, exactement, c'est ce qu'ils font. Ils font du cancer, ils font de la nutrition. Fait que c'est les meilleures personnes pour parler de... Il y a toujours moyen de faire des liens. Mais moi, ça ça m'a surpris, pas tant par le fait que, bon, c'est peut-être pas un mix naturel, mais parce que pour moi, tu incarnais la médecine zoologique dans son expression la plus aboutie. Ouais. Puis là, tu disais, OK, attends, j'ai une autre idée, je vais faire une autre résidence. C'était quand même étonnant, tu sais. Ouais. Puis en fait, c'est parce que moi, j'ai toujours voulu faire de tout. Tu sais, je voulais faire de la mixte, là, comme je vous disais, quand j'étais étudiante, je voulais faire de la mixte, mais je fais de la mixte. Je fais toujours de la mixte. Je fais de la super mixte. Puis là, dans ma médecine zoologique, les cas que j'arrivais pas à soigner, les maudits perroquets qui font du piquage, les automutilations. Puis ça, j'en avais déjà vu quand j'étais en pratique, même sur les chiens, les chats qui faisaient du léchage. Là. Tu sais, on n'est pas bon là-dedans. Fait que là, je me suis dit, bon, ça, c'était une des grosses raisons. Puis la deuxième raison, c'est que j'ai eu ma fille, puis ma fille était un bébé difficile, qui me posait beaucoup de questions. Puis je me disais, écoute... Là, si t'écoutes Harmonie, elle dit ça. Ouais, elle le sait, la pauvre. On l'a dit, elle était difficile, maintenant elle est formidable. Parce que justement, grâce à mes connaissances en comportement, ça m'a énormément aidé. Fait que là, j'aurais peut-être faire ça, moi aussi. Ça aide énormément, mais tu sais, je me Mm. disais, au zoo, écoute, on est capable de faire n'importe quoi aux singes, puis moi, je suis pas capable de faire habiller ma fille, là. Fait que je me disais, il manque des compétences. Puis j'ai toujours aimé la neuro. Fait que le comportement, c'est de la neurologie, oui, en fait. évidemment. Et, tu sais, je veux dire, si j'avais été plus jeune puis toute seule, j'aurais fait une résidence avec Joanne parce que ça m'a toujours fascinée de passer du temps avec Dr. Parent. Fait que, tu sais, ça rejoignait beaucoup de choses. Puis la santé mentale aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de suicides dans notre profession, qui est pourtant le plus beau métier du monde, ça m'a toujours choquée. Je me disais, comment ça se fait? Fait que tout ça, c'est de la santé mentale, que ce soit les perroquets qui s'arrachent les plumes, les chevaux qui font du comportement compulsif. des enfants que tu n'es pas capable de gérer, que tu es obligé d'être 4 personnes pour les tenir comme un animal sauvage pour leur faire une prise de sang. Ça n'a pas de sens. Fait qu'il me manquait des compétences, puis je suis allée les chercher dans ma résidence en comportement. Fait que c'est complémentaire. Fait que je suis toujours une vétérinaire de faune dans l'âme. Ça changera jamais. Puis ça m'a permis... Moi, j'aime les chevaux. J'ai une passion pour les chevaux. Ça me permet de retravailler aussi avec les chevaux. Est-ce que tu montes encore fréquemment? Là, maintenant, j'ai mes chevaux chez moi. Puis là, ma ponette facile. avait fourbé. Fait qu'il y a eu une grosse passe où je montais plus. Puis là, j'allais moins bien parce que moi, c'est comme ma drogue, les chevaux. Ouais, c'est vraiment mon équilibre. Mais là, il fait beau puis c'est reparti. Là. Fait que je monte. Dès que je peux, je monte à cheval. Ouais. Fait que voilà. J'ai fait 2-3 trucs.
Puis, oui, vas-y, Eric, tu me regardes comme ça. Non, parce que moi, oui, parce que hier, je cherchais, parce que c'est très intéressant dans ton parcours, puis on va parler de, je regarde l'heure, l'enseignement aussi, évidemment, puis tout ça, parce que tu as des projets de recherche dans tout ça. Puis, je regardais hier la liste, puis il y avait trop de choses. Mais j'ai des petites questions pointu à propos de choses que là, tu le sais pas, évidemment, c'est sans te l'avoir dit à l'avance. Donc, c'est toujours un test sur comment les gens réagissent dans une situation. Fait que c'est un test de comportement que je te fais. Mais je réagis mal d'habitude, je vais te le dire. Mais dans les nouvelles, tu réagis mal à ça? Là, je suis poche. Mais vas-y. Non, je sais pas ce que tu veux. Voyons, je suis pas très bonne. Non, mais c'est parce que dans les nouvelles du 2 avril dernier, j'avais vu, puis j'avais pris, moi, dans ce temps-là, je sauve des informations. Je me disais, ça, on va en parler dans l'épisode avec Marion. Puis il parlait de l'orque Lolita, qui est au Seaquarium de Miami. Donc, une orque qui ça fait 52 ans qu'elle est en captivité, puis qu'elle a environ 56-57 ans, donc, parce qu'ils estiment que quand elle avait été attrapée, dans le temps où il attrapait des orques, parce qu'il y avait eu des cas de je sais pas trop, dans les années 70, il avait attrapé beaucoup d'orques. Puis c'est une population, en plus d'orques, dans le nord-est du Pacifique, qui est en danger. Puis il y a très peu il reste, je pense, on disait 73 en ce moment, il en reste 73, puis c'est 2 de plus qu'en 71. Donc, c'est une population qui a aucunement évolué en nombre. Oui, puis qui va mal présentement. Puis c'est des orques qui vivent très vieux quand même. On dit que il y en a une dans la population qui est encore là-bas qui serait centenaire, puis ils croient que c'est peut-être la mère de Lolita. Puis là, le plan, c'est de la ramener l'orque dans son milieu naturel à 57 ans d'âge. Quelque chose qui va coûter comme 20 millions de dollars US avec des donateurs, des philanthropes qui veulent l'aider parce qu'elle a été malade récemment. Donc, elle ne fait plus les shows d'orques entraîner tout ça. Ils veulent la transporter par avion. En plus, je voyais par avion puis tout ça. Puis là-bas, ils vont la réintroduire avec des filets où est-ce qu'ils lui réapprennent à chasser parce qu'en ce moment, elle est maintenue dans un enclos qui fait 24 par 11 mètres, alors que les orques en nature, normalement, nagent jusqu'à environ 160 km par jour. Donc... Attends, mais tu as dit un truc quand même là-dedans qui est j'ai dit beaucoup de trucs. Ouais, non, mais il y a un truc particulièrement... C'est usuel, c'est que les cétacés, ils vivent aussi vieux que ça? Oui, en nature. Oui. Mais c'est une des seules espèces, la plupart des animaux de zoo vont vivre beaucoup plus longtemps, voire parfois 2 fois plus longtemps en captivité qu'en nature, sauf les cétacés, qui en général ont une espérance de vie plus courte. Longue en nature. Oui, plus courte en captivité. Oui, plus courte en captivité. D'ailleurs, quand elle avait été amenée à Miami, elle avait un partenaire qui s'appelait Hugo, qui lui est décédé en 80 quelques, après, avec un anévrisme rupturé, après avoir s'était tapé la tête dans les murs de l'endroit où ils sont maintenus pendant longtemps. Donc, mais ma question, c'était... Qu'est-ce que... Il y a tellement de choses. En fait, c'est très complexe, mais... Bon, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que c'est les chances... Puis je me dis, si c'est des animaux... Parce que même un humain, là, tu prends un humain, je sais pas moi, qui a été sorti de sa famille, puis qui a été mis dans une cage pendant... Peut-être dans une cage. Puis là, qui est en show, tout ça, devant d'autres espèces qui l'applaudissent, puis que tu fais des singeries. Puis après ça, tu dis, OK, on te retourne avec des humains dans ton vrai milieu après 40 ans. Parce que, mettons, ils ont la longévité qui est similaire à la nôtre, d'après ce que je vois. Juste là, je peux m'imaginer que ça va pas se passer comme un long fleuve tranquille quand tu vas revenir, puis « Oh, bonjour, maman! » Mais donc, toi, c'est quoi ton idée de tout ça? J'ai vu ça, puis je me dis « Ah, tu lis la nouvelle, tu dis « Ah, cool, enfin, Free Willy! » Tu sais, c'est Free Willy en vrai, là. Mais penses-tu que ça va arriver comme ça, puis que ça va tout bien se passer? C'est comme tu dis, c'est hyper compliqué. Puis le problème avec ces cas-là, moi, je le vois du côté bien-être animal. Puis malheureusement, la plupart du temps, on le voit du côté... PR, tu sais, qu'est-ce qui le donateur de 20 millions de dollars, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui est mieux pour l'animal, de rester dans son aquarium de 24 par 11 ou de retourner dans la nature? Probablement aucun des deux. La vérité, probablement au milieu. On peut pas effacer le passé. Non, c'est ça. Mais fait que cet animal-là ne serait peut-être pas capable de vivre, probablement pas. Ce serait pas une bonne idée de le relâcher complètement dans la nature. Les chances qu'elle soit capable de survivre sont très faibles. Il faudrait vraiment plusieurs années de réadaptation, puis ça sort. Puis est-ce qu'elle va être capable de communiquer avec les autres orques, de rejoindre un groupe? Ce serait très improbable. Donc, ce qu'il faut, c'est améliorer les conditions de garde de cet animal-là, probablement un meilleur endroit, peut-être un groupe social captif ou en mer. Il parle beaucoup de faire des refuges là, pour les mammifères marins. En théorie, c'est une excellente idée, c'est fantastique. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Et qu'est-ce qui va vraiment arriver avec ces animaux-là? Parce que là, souvent, tu sais, c'est un donateur, il dit « Oh, moi, je veux 20 millions, je vais sauver Lolita. » Mais c'est pas 20 millions que ça prend, c'est 1 million par an pendant 100 ans.
T'sais? Fait que qu'est-ce qui va arriver à long terme? C'est quoi la compétence des gens qui vont s'occuper de cet animal-là? Mais je sais qu'il y a des vétérinaires impliqués. Je ne sais pas si c'est des vétérinaires, mais tu serais probablement la meilleure, d'ailleurs, pour être impliquée dans ce projet-là. Non, mais... Tu en avais entendu parler de ça? Oui, mais tout le monde entend parler, mais on a un peu aussi qu'est-ce qui est le faux du vrai, parce que souvent, les médias déforment. Ils vont dire on va la relâcher versus on va la mettre dans un refuge. Fait qu'est-ce qui va vraiment être fait? Je le sais pas, mais ce qu'il faut vraiment se poser, je pense, comme question, c'est si tu as 20 millions puis que tu veux sauver une espèce... C'est mieux de travailler sur cet individu-là. C'est pas ça qu'il faudrait faire. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est sauver des habitats, protéger des habitats. Parce qu'on passe notre vie à gérer, à parler de Lolita, des chevreuils à Longueuil. Des cerfs. Pour essayer de sauver quelques individus, quand, en fait, notre comportement au quotidien fait qu'on tue et on fait mal vivre des centaines et des centaines d'autres individus. Donc, des Lolitas, il ne faut plus qu'il y en ait. Il ne faut plus aller créer des nouveaux. Il faut faire des lois pour que ça n'arrive plus. Puis il faut tout faire pour que Lolita puisse avoir la meilleure fin de vie possible. Dans les meilleures conditions possibles. Puis si les meilleures conditions, c'est un refuge au bord de mer, ben c'est très bien. Puis il faut mettre de l'argent là-dessus. Mais il faut vraiment changer les mentalités que les gens en ce moment sont tous en train de penser. Il faut sauver un tel, il faut sauver Bambi, il faut sauver Lolita. Mais quand il en reste très peu, comme là, il y en a 73, je ne sais pas si elle va apporter une diversité génétique de plus à ce groupe-là, je ne suis pas sûre. Non, mais il ne faut surtout pas faire ça parce qu'elle doit être porteuse de plein de bactéries multirésistantes. Ces animaux-là, ils sont traités aux antibiotiques sans arrêt parce qu'ils font des pneumonies. Dans les aquariums comme tout ça. Le temps, ouais, là, ben c'est ça. Fait que, à cause de la qualité de l'eau puis de tous les produits qui sont dans l'eau. Mais en la mettant dans son espèce de filet pendant... pendant combien de temps? Fait que les c'est un drôle de sujet, parce que je vois que tu navigues hyper bien, d'ailleurs, là, je te le dis, parce que moi, je c'est intéressant, la réintroduction de pathogènes, puis tout ça, c'est un élément même une chose auquel on pense pas quand on transfère des populations. Même, j'imagine que l'histoire des cerfs de Longueuil, c'est la même chose, dans le sens où, quand tu déplaces une population, puis que tu peux réintroduire des agents pathogènes... tu transfères les types qui vont avec. Non, mais c'est un angle mort qui n'est pas toujours bien... Nous, en la faune, c'est notre premier problème. Puis, tu sais, c'est que si tu voyais... Si Lolita n'est pas bien dans son bassin, qu'on trouve que son bien-être n'est pas acceptable, mais tu sais, peut-être la meilleure, puis là, je vais peut-être choquer beaucoup de monde, mais tu sais, l'euthanasie, tu sais, si vraiment c'est pas acceptable et puis qu'on peut pas améliorer, tu sais, plutôt que de la repitcher dans l'océan pour que nous, on se sente bien... T'sais, moi, je trouve pas ça acceptable de se donner bonne conscience en faisant des choses qui diminuent le bien-être des animaux. Oui. Ben, la question se pose avec... Tu mentionnes les cerfs de Virginie de Longueuil, là, qui est un... Puis là, bon, c'est parce que... Mais je trouve... Je suis content d'avoir posé cette question. Mais n'empêche que c'est vrai que c'est... Quand tu le regardes de cet angle-là, de se préoccuper d'un individu comme ça, alors qu'il y a un effondrement de la biodiversité puis des habitats... Ben, c'est ça. C'est un peu... C'est parce qu'il y a beaucoup du marketing là-dedans. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est sûr. C'est qu'il faut que le public, il faut que les gens comprennent que, tu sais, à Longueuil, là, on est comme, il faut sauver nos chevreuils parce qu'ils détruisent nos arbres. Mais qui a détruit les arbres à Longueuil? Ben ouais, c'est ça. Pas les chevreuils. C'est nous, tu sais. Je veux dire, moi, j'habite à la périphérie de Granby, puis la ville se rapproche de moi tous les jours. À Granby, on a entendu parler des nouvelles récemment aussi, encore des bouts de forêt qui se font... C'est affreux, tu sais. Fait qu'il faut protéger des forêts, puis ça va protéger plein de chevreuils. Tu sais, il faut protéger l'environnement. Fait que, tu sais, moi, si j'avais 20 millions, j'achèterais pour 20 millions de terres. Puis je les protégerais, puis je laisserais les animaux vivre tranquilles là-dessus, tu sais, que ce soit les grenouilles, les insectes, les chevreuils ou n'importe qui, tu sais. Puis on débalance tellement l'environnement qu'on essaye, les gens veulent rebalancer ça, veulent faire quelque chose pour les animaux, mais toujours un peu tard, un peu de... tu sais. Et puis c'est qu'on les oriente pas forcément bien parce que les gens qui prennent un peu ça, des fois, pas tout le monde, la plupart des gens le font très bien, mais des fois, on va utiliser, on veut sauver un animal ou on va leur donner des noms. Puis je comprends, puis c'est bien, mais il faut voir la globalité. La globalité. Il ne faut pas oublier que si on est dans cette situation-là qui maintenant est difficile à résoudre, puis je blâme personne, moi je pense que toutes les idées sont bonnes, mais ce qui est vraiment un problème, c'est pas qu'il y a trop de chevreuils à Longueuil, c'est qu'il n'y a plus assez d'arbres, il n'y a plus assez de forêts pour les animaux. Il n'y a plus de prédateurs pour ces chevreuils-là. Peut-être qu'on chasse moins, peut-être qu'on a trop nourri les chevreuils pour les chasser, peut-être que... Mais ils n'ont pas leurs prédateurs naturels. C'est ça, c'est les humains le problème. Oui, c'est définitivement. C'est les humains le problème. Se poser la question. Voilà. Mais moi, j'étais au jardin botanique la semaine passée pour voir les sorties des tulipes, puis je regardais les grenouilles qui étaient dans la partie centrale où il y a de l'eau, puis tout ça, puis un milieu humide recréé.
Puis, tu sais, dans le fond, tu te dis, Montréal, il y avait des rivières, il y avait des ruisseaux. Oui. Tout ça est en dessous du béton. C'est en là, dessous du béton. Puis il n'y a plus de milieu humide. Fait que, tu sais, on s'étonne que les amphibiens soient en train de disparaître, ça. mais je veux dire, à quelque part, c'est normal qu'ils n'ont plus d'endroit pour vivre. tu sais. Exactement. Fait que, Donc, il faut, et puis je pense que ça fait partie de notre profession vétérinaire, de sensibiliser les gens à ça et d'investir vraiment dans la protection de l'environnement. Mais je suis 100% d'accord avec ça. Puis, tu sais, juste la dernière chose à propos de l'orque, il disait, vu qu'elle a été prise, elle avait 4 ans, ils disent qu'elle connaît la chanson de sa famille puis elle devrait être capable de se réadapter avec eux. J'avais un petit doute là-dessus. Personne ne le parce sait. que mais en tout cas, mais la deuxième chose que j'avais notée, c'est dans les nouvelles du 11 mai. Puis là, on arrive exactement dans la même discussion. Puis après ça, on va parler d'autres choses, évidemment, mais c'est parce que le 11 mai, c'est il y a 2 jours au moment où on enregistre. Puis là, c'est à propos des 2 coyotes, en fait, les coyotes dans l'est de Montréal, que la ville prévoit abattre. Parce que là, il y a le nombre d'attaques de coyotes envers les humains puis les chiens, surtout, qui augmente. Le comportement serait devenu problématique dans l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, où il y a des attaques qui sont multipliées dans les dernières années. Puis il y avait un article qui parlait d'un chien qui s'appelait Tipwell, qui a été pris par le coyote devant les yeux de son propriétaire, puis qu'il ne l'a jamais revu. Puis il y en a 2 qui auraient un comportement, entre guillemets, déviant, qui seraient visés spécifiquement par l'opération, parce que c'est les 2 qui ont plus peur du tout des humains, puis que des fois, ils vont encercler même les adolescents qui sortent de l'autobus, puis qu'il y a un parc où il y a un CPE pas loin où ils allaient marcher avec les enfants souvent, mais là, ils vont plus dans ce parc-là parce que c'est là où les coyotes se tiennent. Puis il y aurait eu 180 signalements de coyotes dans Rivière-des-Prairies depuis mai 2021, donc en 2 ans, mais tu sais, ça veut dire qu'ils sont installés et établis là. Puis on parle de la possibilité de leur... Bon, c'est juste que là, il y a eu évidemment la SPCA, puis Maître Sophie Gaillard, là, que je connais bien parce que j'ai soigné son chien. Toi, tu la connais bien pour d'autres raisons, mais qui était interviewée et elle disait, il y a d'autres moyens de travailler, où est-ce qu'on pourrait faire... donc, leur inculquer la peur des êtres humains, parce qu'apparemment, ces 2-là n'ont plus peur du tout. On essaie de les effaroucher, ils restent là, puis ils approchent, puis si tu as un chien, ils visent le chien, eux. Conditionnement adapté comme méthode non létale, méthode préconisée par Coyote Watch Canada, qui est... Donc, la SPCA serait déçue du choix de traitement qu'il a en ce moment. Ça va être probablement d'euthanasier les 2 qui sont les plus problématiques, parce qu'après ça, il va y en avoir d'autres dans la population qui vont devenir problématiques, évidemment. Mais ça, c'était dans la nouvelle avant hier. Tu peux commenter. Évidemment, c'est toi qui es la meilleure pour commenter. Oui, non, je connais pas très bien la situation des coyotes à Montréal. Je connais pas très bien ça. À l'île du Prince-Édouard, on avait beaucoup de coyotes. En fait, fait que je peux pas commenter sur ce cas particulier-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est que ce qu'il faut, encore une fois, c'est réfléchir à la solution globale. Si la faune revient en ville, c'est qu'il y a une raison. Puis qu'ils ont une place, d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a des rats, peut-être qu'il y a... Je veux dire, ils mangent quelque chose, ils ne mangent pas du chien, là. Mais peut-être les 2 coyotes de Pointe-aux-Trembles devraient les mettre dans le parc de Longueuil. Voilà. Régler 2 problèmes en même temps. Typiquement humain comme problème, donc je pense qu'il faut, effectivement, c'est que... Pourquoi avant, on n'avait pas des problèmes avec les coyotes? C'est que si tu avais un coyote qui approche sur ta terre, tu vas tirer 2 coups de fusil. C'est ce que ça veut dire. Point final, il ne reviendra pas. Ou tu mets des gardes, donc, de la protection. Donc, toi, tu voudrais que le contrôle des armes à feu soit moins serré au Canada. C'est ce que... Non, désolé. Mon chum aurait aimé ça parce qu'un Américain, il dit qu'il ne peut plus importer toutes ses armes. Non, pas du tout. Non, évidemment. Mais écoute, je pense que je suis d'accord avec Maître Gaillard. Il y a des manières d'effaroucher. Puis je pense qu'il faut les mettre... Peut-être qu'il faut euthanasier ces 2 animaux-là parce que peut-être qu'ils ont trop appris. S'ils ont appris qu'ils pouvaient manger des petits chiens, c'est peut-être pas... mais à long terme, ça ne règle pas la solution. Donc, il faut absolument mettre en place des manières de faire que ces animaux-là se tiennent loin des humains, ce qui est leur comportement normal. Et ça, en fait, on le voit très bien, c'est que quand tu compares les populations de coyotes en Alberta versus dans les maritimes où les gens même nourrissent un peu la faune, tout ça, il y avait beaucoup de problèmes avec les coyotes. Il y a eu des attaques même sur des humains, alors qu'en Alberta, où ils sont encore peut-être un peu cow-boys, puis que les armes sont peut-être un peu plus proches. Il n'y a pas de problème avec les coyotes. Ils ont leur place, puis ils ne posent pas de problème. Ou pas trop, là, ça dépend des endroits, évidemment. Mais tu sais, c'est ça. C'est que je pense qu'encore une fois, dans ces problèmes-là, on est pris à gérer des situations individuelles. Qui sont causées par l'humain. Enfin, il faut penser à les raisons pourquoi ces animaux-là... ils ne sont pas un problème, c'est nous le problème. C'est nous qui avons pris leur place. Mais c'est ça que les gens n'ont pas tendance à penser. Voilà. Mais c'est avant d'aller assécher des marais, avant d'aller construire de partout, couper des arbres sans arrêt, il faudrait peut-être repenser nos modes d'urbanisation. Puis les municipalités du Québec le font, là, il y a plein de façons de faire.
Donc, c'est ça qui est important. C'est pas tant de sauver un ou deux coyotes. En tout cas, pour moi, évidemment. Mais il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de prénom, les deux coyotes. Tant C'était pas mieux, Gérard pas et encore, Marcel. pas encore. Mais ouais. Ouais. Moi, Vas-y fort. on changeait un peu de... Oui, on va dévier. Moi, ce que j'avais le goût de parler avec toi, c'est, tu sais, pendant longtemps, en tout cas, quand moi j'ai fait mon cours de médecine vétérinaire, il y avait un peu d'éthologie, là, tu sais, les animaux, la proie, prédateurs, ils mangent, ils se reproduisent, puis c'est à peu près ça, tu sais. Puis longtemps aussi en médecine humaine, on a séparé, tu sais, la santé mentale, c'est une affaire, c'est un petit volet, puis on va soigner le corps, puis la physiologie, puis la physiopathologie. Puis là, on se rend compte, tu sais, qu'il y a plus d'interrelations. En médecine vétérinaire, là, on en est où là-dedans? Parce que autant dans un sens que dans l'autre, là, tu sais, à un moment donné, on s'est dit, bon, peut-être que certains qui ont des problèmes de pica, par exemple, ils ont des maladies gastro-intestinales. On en est où dans cette compréhension-là, finalement, de cette partie de toute la santé mentale qui a été peut-être mis longtemps comme juste un aspect, t'as des problèmes de comportement? Est-ce qu'on connaît mieux un peu comment ça s'intègre ensemble? Oui. Alors, on le connaît mieux, mais c'est pas encore... tu sais, je veux dire, c'est que... Moi, je le connais mieux parce que c'est mon domaine d'études, fait qu'il y a des choses, mais c'est pas encore tous les vétérinaires qui sont au courant de ça. Mais c'est hyper important parce que quand tu regardes les études, puis quand tu comprends la pathophysiologie de tout ce qui se passe, c'est essentiel. Fait que les liens, et puis la faculté de médecine vétérinaire avec tous les chercheurs, Dr. Franck, Dr. Marie-Claude Bélanger, Dr. Joanne Parent, c'est les premières qui ont montré ça, qu'il y avait des problèmes de comportement qui étaient directement liés à des maladies médicales, comme on dit. Tu parles du fly-biting. Par exemple, voilà, ou de léchage de surface. Et puis, il y a plein de problèmes compulsifs aussi, de troubles compulsifs qui sont liés à des problèmes médicaux comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est arrêter de penser qu'il y a le médical et le comportemental. Fait, tu sais, des fois, je donne des conférences qui s'appellent comme ça, médical-comportemental, puis la première chose que je dis, c'est que le comportement, là, il sort pas de... Tu sais, c'est pas de la magie, là, tu sais. Je montre tout le temps la photo de moi déguisée en Miss McGonagall avec un hibou de la clinique Zozo de Proie à l'Halloween, tu sais, mais c'est comme... Tu sais, le monde, il croit que je fais des comportements, je fais de la magie, je fais de la psychothérapie pour animaux. Non, je soigne les maladies des neurotransmetteurs. Je rebalance les neurotransmetteurs. Et ces voies-là, par exemple, les voies de la sérotonine, elles agissent sur le système digestif et elles se parlent. Ça va dans les deux sens. Puis maintenant, on sait exactement comment ça marche. Ça remonte par le nerf vague. Donc, toutes les bactéries qui sécrètent de la sérotonine cette sérotonine-là va se fixer sur les récepteurs. Ça remonte au cerveau par le nerf vague. Donc, quand on dit qu'on sent ce qu'on mange, c'est tout à fait vrai. Donc, ces liens-là, on les comprend de mieux en mieux. Et en fait, avec tout, tu sais, je veux dire, les cystites idiopathiques, que ce soit chez le chat ou chez la femme, c'est lié à toutes ces choses-là. Fait qu'il faut arrêter de séparer les deux. On l'a vu avec la COVID. Mais c'est parce que quand c'est pas connu, c'est difficile. On les sépare. Il faut jusqu'à ce que quelqu'un ait l'idée de dire, ben, c'est peut-être lié. Et puis de comprendre que tout est lié. C'est que déjà le stress, tu sais, je veux dire, moi j'étudie le stress en recherche, mais le stress, on le sait, c'est de l'inflammation, de l'oxydation, c'est mauvais pour les cellules. Ça va causer tout ce qu'on connaît, les maladies inflammatoires, que ce soit les maladies cardiovasculaires chez les humains, les cancers, etc. Quand on regarde en détail ce qui se passe au niveau cellulaire, le stress, c'est notre plus gros problème. Puis c'est la comorbidité à 95% des maladies humaines, le stress. Fait que, tu sais, quand tu regardes qu'on essaye de se dire, oh, il faut que tu ailles faire du sport, que tu dormes, que ci, que ça, c'est pour diminuer ton stress. Ben, des fois, on parle de facteurs socio-économiques, mais il y a un stress qui vient avec le fait d'avoir un certain statut socio-économique aussi. Exactement. Le stress, il vient de partout. Tu sais, c'est pas juste de manquer d'argent. Fait que tout ça, ça agit sur nos cellules, sur notre corps, sur notre système digestif, urinaire, etc. Et c'est hyper important de le prendre en compte. Donc, c'est sûr que moi, je me bats pour que les vétérinaires, tu sais, quand tu as un chien qui a une IBD, mais si tu ne traites pas son anxiété, tu n'arriveras jamais à traiter son IBD correctement. Mais en même temps, moi, si je vois un chien anxieux puis je vois qu'il a une IBD, s'il a tout le temps mal au ventre, il va continuer à être anxieux. Donc, ces choses-là, il faut les voir ensemble. Puis, tu sais, c'est parce que ça choque. Des fois, les gens, ils sont comme « Ah, mais le comportement ou l'agression, tu sais, c'est pas pareil que toutes les autres maladies. » Mais c'est exactement la même chose. Puis quand tu regardes l'inflammation dans le cerveau, tu penses au virus de la rage. La rage qui rend un chien agressif, ça choque personne. Que de l'inflammation dans le cerveau puisse se transformer en chien gentil, en chien qui a envie de mordre. Mais en fait, l'agression, c'est ça, c'est des processus dans le cerveau, de l'inflammation
qui fait que ces chiens-là sont agressifs. C'est pas parce qu'ils sont nés méchants. Tu sais. Ou Fait qu'ils sont méchants, oui. Voilà. Le terme méchant, ce chien-là est méchant. J'ai corrigé beaucoup de gens avec ça. Un chien... Méchanceté, pour moi, ça implique qu'il y a quelque chose presque de volontaire. Là. Ils ont décidé de faire une action. Mais il n'y a aucun animal qui est méchant. Tu sais. Non, mais c'est propre à l'humain, ça, je trouve. Mais attends, mais ça, c'est vraiment fascinant parce que je lisais justement sur les travaux de Pasteur récemment parce que c'était l'année, c'est l'année Pasteur. Pasteur 2 fois dans le même. C'est ça. Mais, puis tu sais, c'est un virus vraiment particulier, la rage, en fait, en termes de stratégie d'adaptation. Puis comment il fait. Mais donc, est-ce qu'on comprend mieux exactement la voie qui transforme l'agressivité? Donc, on sait qu'est-ce qui se passe en termes d'inflammation, quelles cellules sont ciblées. En fait, il y en a plusieurs. Puis l'agression, tu peux la regarder au niveau anatomique. Je veux dire, tu peux avoir... J'ai eu un jeune berger allemand de 6 mois qui avait une tumeur au cerveau, puis son signe clinique, c'était l'agression. Fait que, tu sais, on connaît... Puis il faut faire un petit peu attention, parce que c'est toujours complexe. L'agression, c'est un comportement normal chez le chien ou le loup, tu sais. Puis le chat, évidemment. Mais chaque espèce... prédateurs. Voilà. Mais en fait, c'est que chaque espèce a de l'agression pour différentes choses. Tu sais, le chat va avoir de l'agression de prédation, puis le chat va avoir de l'agression pour se défendre. Puis c'est pas les mêmes voies dans le cerveau. C'est pas le même endroit. Non, parce qu'il y en a un qui c'est se nourrir, l'autre c'est survivre. C'est pas du tout la même chose. Fait qu'émotionnellement, quand t'as peur puis que tu te défends, versus quand tu vas aller froidement tuer une proie émotionnellement parfaitement calme pour manger, c'est pas le même processus. Fait que nous, on parle agression, mais en fait, c'est les agressions qui ont toute une fonction différente et qui anatomiquement et au niveau aussi des voies qu'elles emploient, des neurotransmetteurs qui sont engagés. Par exemple, la noradrénaline va l'être plus dans l'un que dans l'autre, la sérotonine plus dans l'un que dans l'autre. Puis moi, ça me fascine ça parce que, par exemple, chez le chat, c'est un modèle pour l'homme. Parce que chez l'homme, c'est exactement les deux mêmes types d'agressions. L'agression violente, qui est la plus fréquente, qui est liée à la colère ou à la peur. Et versus l'agression des tueurs en série, qui est une agression froide, émotionnellement totalement contrôlée. Puis l'agression, t'es en mode défensif, c'est complètement différent aussi. Parce que tu peux devenir agressif parce que, par exemple, tu vois ton enfant qui... OK, je sais pas, il arrive quelque chose, puis... Tu vas devenir agressif. Alors, attention, si c'est ton enfant, c'est encore une autre forme d'agression. Ça, c'est lié à l'ocytocine. Et c'est encore une autre voie. Fait que, tu sais, il y en a autant que... qu'il y a de types. Qu'il y a de fonctions à l'agression. Et quand tu regardes le cerveau, l'IREM... L'IREM fonctionnel, l'IREM fonctionnel. Mais tu vas voir ça. Puis, donc, c'est vraiment important de comprendre ces différentes fonctions-là. Fait que c'est hormonal, c'est neurotransmetteur, c'est anatomique. Et c'est réel, là. C'est pas ésotérique qui sont nés méchants. Là. Et donc, en plus, on peut l'induire. Tu donnes trop de trazodone, tu donnes la trazodone IV à un une beagle. Levée d'inhibition où il devient super méchant parce que, un petit beagle gentil, il va devenir agressif. Tu es capable d'induire de l'agression comme le virus, le rage induit de l'agression. C'est une conséquence fréquente de la trazodone qui est utilisée là, beaucoup en médecine vétérinaire à des animaux de compagnie en ce moment. Ce qui est génial, mais encore une fois, c'est comme quand on les use trop puis qu'on sait pas comment ça marche ou tout ça. Fait que là, admettons que tu... OK, attends, radiologiste dans la salle, excusez-moi, c'est parce que nous, on va donner la trazodone. Oui, non, on va la donner justement pour les chiens agressifs avant qu'ils viennent en écho. Puis là, tu me dis que tu peux atteindre un seuil où est-ce qu'au contraire, tu enlèves tellement, tu les désinhibes? Non. Alors, c'est pas des inhibiteurs. C'est moi qui ai dit lever d'inhibition. Ouais, ça, c'est les benzos qui sont plus des inhibiteurs. Tu pourrais avoir ça avec le gabapentin tout petit peu aussi. C'est plus le récepteur GABA. Mais en fait, c'est que l'excès de sérotonine... Une surdose, un syndrome sérotoninergique, l'agression fait partie de ça. Puis c'est rare, t'attends rarement ça avec la trazodone, à moins que tu aies un animal sensible. Mais je pense pas que c'est les doses uniques comme vous utilisez. Mais c'est comme IV. Tu sais, pour les études de pharmacocinétique, que tu peux atteindre IV, le contre-effet de ce que tu cherches. Exactement. Mais on cherche pas à enlever l'agression d'habitude avec la trazodone. Non, mais c'est les chiens agressifs pour les calmer. En fait, tu enlèves leur anxiété. Et leur peur. Parce que les chiens anxieux, ils voient des dangers là où il n'y en a pas. Fait qu'ils te voient, puis ils sont terrorisés, puis ils veulent se défendre pour leur vie. T'sais? Fait que là, tu les remets dans un cerveau qui fonctionne comme un chien normal, qui fait comme « Ah, j'aime pas ça, c'est pas le fun ici. Ah, mais on me donne des gâteries, pas super. Ah, je vais être correct. » Fait qu'en fait, c'est ça, t'enlèves pas l'agression, t'enlèves l'anxiété qui est la source de l'agression. Et c'est pour ça que le combo trazodone-gabapentin marche si bien, parce que ça va agir sur 2 récepteurs différents pour diminuer l'anxiété. Et donc, secondairement, l'agression. T'sais. Donc, c'est comme ça. Mais si le chien, c'était de la prédation puis qu'il voulait te manger, et ça ne changerait rien du tout, la trazodone. Fait que c'est aussi un peu un diagnostic différentiel, tu pourrais dire. Parce que moi, par exemple, quand j'ai des chiens qui sont dangereux puis qui font de la prédation sur des enfants, par exemple, ça ne se traite pas, c'est hyper dangereux, puis ces chiens-là doivent être euthanasiés. C'est très important d'être capable de faire un bon différentiel sur l'agression. Et quand tu comprends comment le cerveau fonctionne, ça aide.
C'est vraiment fascinant. Mais OK, mais ce que j'ai goût de te demander en attendant tout ça, c'est est-ce que on enseigne bien tout ça à nos étudiants puis aux vétérinaires qui ont été formés peut-être le plus longtemps? Est-ce que tout ça est bien amené? Là? Parce que j'ai pas l'impression que c'était... Tu sais, même... Des fois, moi, dans ma pratique de tous les jours, je suis loin de ça. Puis des fois, je nous vois comment on met les patients de façon, tu sais, toujours pareil sur le dos, probablement qu'on les stresse puis qu'on va pas avec leur comportement. Probablement pas nécessaire dans la phrase. Mais moi, je toujours ne pas être écarté, là, tu sais, ou probablement. Non, mais tu sais, c'est qu'on en tient-tu vraiment assez compte de tout ça dans notre pratique? On est bien meilleur quand tu vois toutes les cliniques qui font des soins avec moins de stress, machin. Non, je pense qu'il y a une vraie conscientisation. Écoute, les conférences de comportement, c'est des salles pleines, des centaines de personnes. Les gens veulent vraiment apprendre dans ce domaine-là. Tu sais, je veux dire, mon optionnel de comportement en 4e année, j'ai 75 étudiants, tu sais, j'ai tous les gens qui veulent faire des petits quasiment, puis même des gens qui viennent des grands qui viennent à mon cours, tu sais, il y a un vrai intérêt, puis je pense qu'on l'enseigne de mieux en mieux, là, on s'améliore avec le temps, là. Mais c'est très nouveau, comme discipline, ça, c'est sûr. Moi, avec les années, ce que j'ai constaté, pour les chats particulièrement, c'est que tu vas prendre 5-6 techniciennes différentes d'imagerie, puis tu n'auras pas la même expérience, puis c'est des détails qui sont difficiles des fois à notre œil à nous en tout cas de voir qu'est-ce qui se passe, mais il y en a qui ont comme le tour, les chats même c'est rare, tu vas dire, je vais avoir besoin de donner une sédation. Dans d'autres contextes, c'est comme, faut que je sédationne un chat sur 2, tu sais, pour avoir le même résultat. Puis là, des fois, tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils ont tout l'air de faire la chose exactement pareil, mais non, il y a des petits détails. Mais les chats, c'est... les chats, c'est particulier, mais il y a parce que la contention, historiquement, c'est une méthode, tu mets ta main là, tu tiens comme ça, tu fais ci. Ça, c'est le geste avec de la force physique ou pas de la force, mais une expertise de faire comme ça. Après, il y a la personne qui arrive puis qui a un certain niveau de confiance puis qui est calme puis qui le fait pour le mettre dans une position. Puis l'autre qui est stressé puis qui le fait. Tu sais, le chat peut lire un message différent, même si finalement la technique est la même, mais la personne le fait d'une... Donc, je pense que c'est toujours comme on dit toujours, si le chien sait que on disait ça jadis, le chien sait que t'as peur, il va vouloir... mais c'est un peu vrai dans le sens où il lit. Ils sentent nos fers. Écoute, les chiens, ils sont capables de sentir qu'on va faire une crise d'épilepsie ou détecter le cancer. Ou détecter le cancer ou la COVID. Écoute, c'est sûr qu'ils sentent nos émotions. C'est évident. Fait que, si toi, t'as peur, ils vont avoir aussi peur. Fait qu'ils vont être déjà dans un mode un peu plus stressé. Puis là, l'agression peut sortir plus facilement. Puis les chats, évidemment, aussi. Fait que, c'est vraiment une question de... Mais tu sais, dans le doute, gabapentin, les chats, tu sais, je veux dire, ils sont tellement plus confortables. C'est tellement plus le fun pour tout le monde. Mais en fait, c'est que chaque espèce a une perception de son environnement. C'est que nous, on n'arrive pas nécessairement à comprendre spontanément comment un chien et un chat perçoit son environnement. Tu parlais des odeurs. Nous, on est beaucoup plus limité que ce qu'un chien est capable de percevoir. Eux, ils vivent dans un monde olfactif. Exact. Mais on leur impose des choses qui ne sont pas naturelles. Je veux dire, en clinique, on dit, on pourrait penser qu'on va essayer de faire tout ça sans avoir recours à des méthodes pharmacologiques de contention, tout ça. Après, il y a un bénéfice à le faire, à les utiliser. C'est ponctuel, puis c'est pour améliorer leur expérience, puis la nôtre aussi. En plus, vous avez des meilleures images dans votre cas, puis tout ça. Exactement. Puis on a des... Bon. Après, en Europe, souvent, parce que ma conjointe a travaillé là-bas, puis elle vient de là-bas, des fois, elle était en urgence, c'était le propriétaire qui tenait l'animal. Il y avait l'avantage de, il y a quelqu'un qui le connaît, mais des fois, la personne n'a pas de technique, par exemple. Donc, là, c'est un avantage puis un inconvénient en même temps, parce que, OK, c'est quelqu'un que je connais, mais là, il me tient un peu tout croche. OK, tenez-le par la peau du cou, mais ça marchait pas. Des fois, elle a eu des propriétaires qui se sont fait mordre, puis c'est pas parce qu'elle leur avait mal expliqué, c'est parce qu'ils voyaient du sang, il arrivait quelque chose, ils chantent. Donc, c'est pas facile. Mais tu parlais de gabapentin pour les chats. Gabapentine, c'est de la gabapentin. Moi, je vais... Non, c'est pas à toi. Non, mais écoute, les Français disent ça, c'est une mini parenthèse, là. C'est parce que je suis un petit peu têteux, pointilleux, puis sémantique et vocabulaire. Mais quand on a commencé à réfléchir... on a commencé à réfléchir au podcast il y a 3 ans de ça. Je m'étais fait une liste. On va commencer à insister sur le fait que ça se dit comme ça. Puis c'est en français, c'est de la gabapentine. Méningocèle, etc. C'est une méningocèle, c'est une mucocèle. Mais après, moi, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui vont être choqués. C'est vrai qu'on dit tout le temps un mucocèle biliaire. C'est vrai que une mucocèle biliaire, mais c'est de la gabapentine. Puis, mais tu peux continuer, Eric, c'était juste la parenthèse. La gabapentine. Je trouve ça intéressant parce que nous, notre
expérience clinique, c'est que ça marche pas. Hein? Puis je sais pas si c'est parce qu'on dépasse les seuils de Ils l'ont pas donné stress. Non, assez c'est parce que vous longtemps ne le à donnez pas l'avance. assez longtemps avant. C'est au moins 2 heures avant. Fait que les gens, il faut qu'ils le donnent 2 heures avant de mettre le chat dans la cage. Puis des faut fois, que t'en c'est un donnes petit peu assez. plus. Ouais. Puis il faut Peut-être faire si- attention parce qu'il y a des chats que, surtout maintenant, on le sait, les insuffisants rénaux, tout ça, il faut diminuer la dose. Ouais, le demi-vie est rallongé. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui donnent des fois 150-200 mg de gabapentin. Puis, tu sais, moi, j'avais une colonie de chats errants. Gabapentine, Non, non, j'y c'est- arriverais pas. En tout cas, si tu cherches un sujet, il faudrait qu'on étudie ça sur comment optimiser le confort des patients en écho. En écho, mais ouais, parce que Mais ça n'a pas été fait. c'est pas le c'est parce que- confort. Hein. C'est parce que gabapentine en dose. non, mais compliant, je veux ok. dire confort Ouais, de, ouais, de ouais. l'expérience Ouais, confort de globale, là. l'expérience, Ouais, ok, tu sais, plus dans ce Parce sens-là. que je pense que c'est vraiment une question de dose, de timing, parce que c'est quand même très, très bon, là. Très, très bon sur les chats la plupart du temps. Mais des fois, ça suffit pas forcément, là. Puis ils ont mal ou quoi, mais... Ça m'amène, parce que Ouais. tu parles de ça, puis je sais qu'il y a une étude que tu as fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Puis je sais qu'on arrive à la fin, comme d'habitude, là. Mais il y en a une qui était... Puis ça va peut-être être à la limite les grandes lignes, mais tu sais, Ouais. il y a une étude, je sais pas si elle est terminée, mais c'était la pertinence de température rectale chez le chat. Ouais. Est-ce qu'elle est terminée? Oui. Puis vous avez... C'est pas publié? Non, c'est en écriture, ouais. Puis, bon, la question était, est-ce que ça vaut toujours la peine de prendre la température rectale d'un chat qui est présenté chez le vétérinaire pour un examen de Ouais. routine? Ouais. Parce que s'il est présenté en urgence, il ne file pas, ben, on n'a C'est pas, différent, ça ouais, prend, ouais. il faut savoir Ouais, s'il y a... ouais, ouais. Mais c'était pour les... Donc, Visite annuelle, c'est ça, de Ouais, routine? une visite de routine, là. d'un Ben, chat ouais. qui va bien sinon, puis est-ce que Exactement. ça vaut la peine de rajouter ce stress-là, Exactement. ou ce stresseur-là à l'animal? Ouais. Puis votre, La réponse est non, ça sert à rien. j'allais dire c'est assez évident. Mais faut le complètement prouver. évident, Faut mais le prouver. c'est ça. J'aime ça, prouver ça, parce que t'as beau le dire, tant que tu l'as pas démontré. Là, on l'a fait sur 750 chats. Quand même. Euh, Puis il y en a combien qui avaient de la fièvre dans... C'était un petit pourcentage, probablement. Minuscule, de la vraie fièvre. Ben, de la fièvre, ouais, mais comment vous différenciez C'est celui ça. qui c'est une fièvre de En fait, transport ou c'est de stress? Eh bien, encore, en fait, toujours la même question. Mais, tu sais, nous, on n'a pas pu faire vraiment la différence, mais il y a en fait le nombre de cas où le vétérinaire a changé Son plan d'action zéro. diagnostique. Négligeable. OK. Excellent. Zéro. Puis vous allez publier dans une étude à grande... Ouais. pas dans Ouais. une étude de behavior, mais probablement dans JAVMA ou quelque chose que Pas tout le monde lit. d'un Ouais. journal. Dans une Ouais. étude, excuse-moi, dans un journal à grande auditoire. Là, ouais. Ouais, je sais pas. C'est une liaison, grand auditoire. Ouais. Ouais, mais- Je sais que c'est masculin. Hmm. Mais Mais Ouais. tu sais, ça doit être parce que c'est juste... C'est humain quand tu remplis ton dossier. C'est quoi les chiffres que tu as? La fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, Ouais. la température. Ouais. Fait, ça paraît bien d'avoir deux, Mais trois surtout, trucs le objectifs. TPR, de, souvent, c'est les oh! techniciennes qui le font, puis Mm. c'est important. Sauf que là, si tu commences par ça, déjà, tu as scrappé ton chat, puis tu peux plus rien Ouais, faire avec. mais de toute Tu- façon, Je parce faisais que même pour chez moi- les chiens, l'application, on se pose combien de chiens qu'on a qui sont hyperthermiques dans nos requêtes, puis t'es comme, ouais, t'as 39, là, mais tu sais, je veux dire, le chien, il mais est le excité dans la fameux clinique. Et, tu sais, TPR, qui, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est température pouls. En fait, ça devrait être fréquence, là, ça devrait être Ouais. TFR, là. Fréquence et respiration. Fréquence respiratoire. ouais, fait que ça doit être TFF. TFF, finalement, là, c'est comme le Toronto International Film Festival. Mais dans le fond, c'est parce que Non, il n'y a pas de I. ben, je sais. D'abord, on va dire insouciance face à la vie. Mais c'est parce que tu fais un TPR, ben, tu le fais quand il rentre. Mettons, il vient d'arriver, Ouais. ou ça fait 10 minutes qu'il attend, ou tu le refais encore un autre 20 minutes plus tard, puis tu as des chiffres complètement différents C'est ça. à tous les niveaux, là, des fois. Donc, Puis- pour moi, c'est... ça- Écoute, en fait, c'est que moi, encore une fois, vétérinaire de zoo à la base, là, combien de fois j'ai la Mais vous le température de mes faites pas, animaux? vous le faites Jamais. pas. Vous avez le rythme respiratoire, puis c'est tout. Ils sont là. déjà sous anesthésie. Ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, on va le Ouais. faire, mais ça vaut rien. Ouais. Fait que, si Ils ont tu l'abdomen veux- souple. C'est ça. Comme je les aime. Palpation abdominale souple. Ils bougent pas. J'ai sédation, anesthésie. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, c'est que souvent, on se met des barrières ou des attentes qui sont pas nécessaires. Parce qu'on appelle ça les signes vitaux. Tu sais, on se fait enseigner ça depuis toujours, puis on dit, tu sais, alors que, ben oui, c'est évidemment, si ta température est à zéro, Oui, ça c'est va ça. pas Mais bien. tu sais, je veux dire, si le chat, il marche, il va bien, que tu as une température à 34, il faut que tu vas la reprendre parce que ton thermomètre, il marche plus. tu Il sais. était dans une Puis crotte. là, c'est ça, si tu t'es battu pendant une demi-heure avec pour l'avoir, puis Ben, que il t'es va à être- 39, ben là, t'es comme, ah, ben, de toute façon, c'est parce qu'il a peur. Ben oui, mais fais-le pas dans ce temps-là. Fait que c'est ça que notre étude a montré. Ça prenait 750 chats, mais ça faisait longtemps que je voulais faire ça parce Oui, que mais il y moi, a j'ai beaucoup de vu cliniques qui le faisaient plus déjà. Il y a beaucoup de cliniques qui prennent plus la qui se sont température. rendus compte que, Voilà, mais à là, l'usure ou à l'expérience, que Voilà. finalement, ça servait à rien. ouais, ça servait pas à grand-chose. Mais pour les cliniques qui le faisaient encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent le faire, tu sais, pas qu'ils vont avoir une plainte à l'ordre ou quelque chose comme ça, bien, ils pourront amener notre étude puis dire, regardez, on l'a pas fait parce qu'on avait des bonnes raisons de penser que c'était pas au bénéfice de l'animal. Puis
Puis bon, et moi, je trouve ça... Puis parce qu'il y avait d'autres affaires que j'avais écrites. Je suis comme, on pourrait pas parler de tout. Puis ça m'écoeure. Parce que je t'ai vu en conférence récemment, tu parlais du projet Laurent. Puis on va saluer Hélène Tessier, son fils Laurent, qui est un survivant du cancer, qui a eu des greffes hépatiques. Puis c'est un projet que je trouvais beau parce qu'en même temps, c'est pas juste... c'est plus que même le lien humain-animal. Mais non, mais attends, explique-le un peu. Non, mais c'est parce que... Oui, mais 30 secondes parce que tu as parlé de ça, les gens, ils savent pas c'est quoi. Non, OK. Donc, c'est parce que je sais pas si je veux mettre au grand jour tout ça, mais tu peux, je te laisse. Oui, je peux le dire en 30 Évidemment, secondes, mais c'est difficile. Je suis pas. En fait, c'est un super beau projet multidisciplinaire qui cherche à répondre à la question pourquoi les médecins nous disent de nous débarrasser de nos animaux quand on est malade. Ou quand on est immunosupprimé, qu'on soit enceinte. Tu sais, les médecins, ils disent tout le temps ça. J'avais dit à ma blonde, t'es malade quand t'es enceinte, ça n'aurait pas bien été. Mais il y a tellement de médecins qui disent... Puis tu sais, déjà, fait que là, dans le cas de Laurent, t'es un jeune enfant dans une famille avec une mère vétérinaire, t'as tes animaux, c'est ça qui te maintient, toute la famille ensemble. Puis là, tu te fais dire, t'as un cancer, c'est super grave, puis là, en plus, il faut que tu te débarrasses de tous tes animaux. Mais là, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Puis le bénéfice versus le risque. Ouais. Exactement. C'est toujours ça. Fait que c'est un gros projet avec plein de chercheurs de différents domaines qui étudient justement quelles maladies sont vraiment problématiques, comment on pourrait les prévenir, comment on peut prévenir la transmission de zoonoses pour que les gens qui ont des maladies, qui ont besoin de traitements immunosuppresseurs, puissent vivre en sécurité avec leurs animaux. Puis vous avez présenté ça récemment au congrès annuel de l'AMVQ. Il y avait toi, il y avait... évidemment, Hélène et son fils qui ont parlé. Il y avait Christopher qui parlait des parasites. Puis, tu sais, moi, j'avais soulevé le point. En fait, j'avais posé la question à propos des... Parce que moi, je te regarde à chaque fois, cette étude, puisqu'il y a une étude qui date de quelques années où il démontrait que c'était dans le cadre d'un appareil à résonance magnétique, un appareil à IRM qui était utilisé parfois pour imager des chiens, mais qu'il y avait des humains qui étaient donc patients dans cet appareil-là régulièrement. Puis la question était, est-ce que les chiens sont plus souvent porteurs de bactéries multirésistantes, dangereuses pour l'humain que les... Finalement, puis il avait pris le penchant humain, c'était les barbes, donc les patients barbus. Puis il prenait des prélèvements, tout ça. Puis Eric, évidemment, toi, tu aimes la résonance magnétique et tu es un barbu. Habituellement, là, elle est plus courte. Ouais, elle est vraiment courte plus que d'habitude. Ouais. Ce qui démontrait, c'était que, quand les chiens passaient dans l'appareil résonance magnétique, ils nettoyaient beaucoup mieux l'appareil par la suite parce qu'il y avait des patients humains qui s'en venaient. Donc, déjà, l'appareil était beaucoup moins contaminé après les chiens parce que, par leur méthodologie, ils nettoyaient mieux après un chien qu'un humain, ce qui fait un peu peur quand tu passes après un autre humain, ce qui est généralement le cas. Puis que dans la barbe des humains, il y avait beaucoup plus souvent des bactéries multirésistantes que dans la peau des chiens. Donc, dangereuses pour le prochain patient aussi. Donc, en fait, la leçon, c'était probablement nettoyer l'appareil bien tout le temps. Puis finalement, les chiens sont pas plus dangereux que les humains. Puis d'ailleurs, sais-tu comment ça se dit, la peur des barbes? C'est quoi le mot? Parce que tu sais, les phobies... la phobie des barbes, ça doit être tricot quelque chose? Non, tu vas aimer ça. Ça vient du grec, hein? La pogonaphobie. Pogona viticep. Le dragon barbu. Alors, très fort. Pogona, ça veut dire barbe en grec. Alors, la pogonaphobie ou pogonophobie, c'est la peur des barbes. Donc, moi, en tout cas, si je vais dans une résonance, j'ai une pogonophobie qui s'installe. Mais nous, on l'a vécu, ça, parce que quand on a commencé à faire des IRM au CHUM, à Saint-Luc, au début, en 2000, c'était passé par tout le comité de l'hôpital, puis tout ça, puis ils avaient accepté, mais avec un protocole de désinfection. Donc, strict. Une fois par semaine, le mercredi soir, on allait faire 2 cas, 3 cas. Puis après ça, il y avait une désinfection, mais tu sais, ils pouttaient 2 produits, ils attendaient 15 minutes, ils repassaient. Puis j'avais demandé au technicien, mais vous, entre 2 patients humains, je suis même pas sûr qu'ils passaient un linge. Tu sais, ils changeaient, ils mettaient des piquets. Changé, tu parles de 2000, oui, mais pas faire peur aux gens. Mais... non, mais ils mettaient un piquet qui enlevait, mais tu sais, ils nettoyaient pas l'appareil de fond en compte, alors que là, ils le faisaient pour les chiens. Tu te dis, OK, mais clairement, je voudrais passer le jeudi matin si j'ai un IRM quand vous avez lavé votre machine. Je suis allé en temps de pandémie, il n'y a pas si longtemps, me faire une résonance magnétique. Puis la nuit, à 1h30, là, dans un hôpital à Montréal. Les chiffres de nuit, Puis je vous dis, les patients passaient un après l'autre. Puis la technologue était seule. Elle faisait rouler l'appareil, elle t'installait, puis elle me roulait elle-même les petits bouchons de cire qu'elle me mettait dans les oreilles. Elle me roulait, j'étais comme... une sédation, à 1h30 du matin. C'est comme... Elle me sort le petit paquet de bouchons de cire pour mettre dans les oreilles. Elle dit, ça, faut les... Elle prend pas de gants, elle roule, puis elle me le donne comme elle... Je suis comme...
OK, faut que toi, tu le roules. J'aurais pas pu le rouler, le bouchon de sucre, mais le mettre, tu sais, avant. Ouais, mais tes codes auditifs, c'est comme ta peau, là, je veux dire. Mon point, c'est que c'était en temps de pandémie, en plus, tout ça. Ouais. Mais justement, tu as fait aussi plusieurs projets de recherche à propos de la pandémie. Il y en a un qui était sur l'adoption. Ouais. Les fameux chiens de Ouais. pandémie. Les chiens de pandémie, la quantité d'adoption qui a augmenté, puis il y avait les propriétaires d'animaux, la qualité de vie des propriétaires. Ouais. Donc, la première, vous êtes 5 co-autrices, Ouais, dont ouais. José Denis Robichaud, qu'on Ouais. salue, qui a été invitée ici aussi, puis dont Hélène Carabin, puis Cécile Chichelin, qu'on veut avoir évité. Tu l'as dit. Moi, j'ai dit son nom rapidement, volontairement, mais... Salut Cécile. Mais puis les trouvailles de cette étude-là étaient surprenantes parce que c'est contre-intuitive un peu. Mais en fait, toutes les études, que ce soit d'Isabelle Doré, là, qui est aussi sur le projet Laurent, ou les autres études faites à l'UQAM, tout le monde trouve la même chose. C'est qu'en fait, les gens qui ont des animaux n'ont pas une meilleure santé mentale que les autres. Mais on pense que là, c'est qui nous cause à aide, effet. là, mais Poule ou œuf. c'est ça. Moi, je sais que c'est toujours le coq qui vient en premier, ni la poule ni l'œuf. Ah. Hey, parlant de ça, tu sais que. Ah oui, est-ce que tu parce peux? que- Parce que Ah, tu- le t'as- coq à l'âne, oui. Ben Je vous oui, avais amené des illustrations pour votre T'étais comme l'invité parfaite Ben oui, Parce que, du coq elle, à l'âne. parce que coq à donc, l'âne, je sais pas si vous tu as les une voyez. fermette à la maison, Mais une ouais. ferme familiale à vous là, pour votre... Exactement, puisque je voulais être agricultrice, fait que je le suis maintenant. Mais t'es apicultrice Aussi, aussi. oui, je suis apicultrice, je vais amener du miel. Ouais. Mais c'est ça, je vous ai amené ma poule Doucou. Et là, tu parles pas de ta fille, tu Non, parles de... la poule d'à côté. C'est drôle, elle s'appelle Doukou Ouais, nous, il s'appelle Doku tous- comme le conte? Oui, Conte Doucou, ouais. Ok. C'est parce qu'elle est... Ouais. parce qu'elle est noire, genre, Ouais, c'est le mais dark elle faisait side. peur, Ben, là, le c'est noir ça. et rouge, là, ouais. Ouais. Mais, c'est ma plus vieille poule, elle est fantastique, je Ah ouais? l'adore. Elle pond encore un œuf Je sais pas. 6 jours sur 7, Là, tu sais j'en pas. ai 21, fait que je sais pas qui pond, mais c'est ça. Puis mon âne Maurice. Fait que moi, Il s'appelle le coq à Maurice, l'âne, l'âne, c'est ça? Maurice, ouais. Ouais. Puis... Il y a la croix, la fameuse croix, parce ouais, qu'il y la croix de aurait- Provence, ouais. là, ouais. Mais ouais, toutes mes poules ont des noms de Star Wars. Ouais. Excellent. On est des gros fans. Mais c'est ça, fait que moi, votre petit générique, je l'aime beaucoup parce que ça me rappelle, c'est comme chez moi tous les jours. Ah là, ouais, c'est les poules Toi, t'entends pilanes, ça le matin, ouais, le j'entends matin ça le tôt. matin, là, ouais. Ben, j'espère pas trop tôt parce que mes voisins, ils doivent pas apprécier, mais ça bref fort en âne, c'est le fun dans un jingle. Mais fait que ouais, j'aime votre nom, il est parfait. Ben, Ouais, écoute, ben, c'est en fait, un il est beau parfait clin dans d'œil. ce qu'on Parfait. fait aussi comme Oui, c'est chat ça. de part. Parce que moi, la dernière chose dont je voulais parler, Ouais. puis on finit avec ça parce qu'on est à moins 8 Ouais, parce que minutes là, j'ai- probablement. Puis on a Danny des me yeux, regarde des en me regards disant- sévères, mais l'enseignement aux étudiants, Ouais. tu as changé tes méthodes, puis je sais que tu travailles beaucoup là-dessus. Puis, Ah, on va finir avec une petite non, affaire mais- rapide. non, mais Marion, s'il y a une personne qui est capable de le faire, c'est parce que je pense que tu dis qu'il faut Ouais. adapter la façon qu'on enseigne Ouais. aux étudiants avec les cohortes qui changent avec le temps. Ouais. Je me demandais, puis tu peux pas nous donner tous tes trucs, puis Ouais. je pense qu'il y a sûrement une conférence qu'on peut aller voir en ligne, mais Non, j'ai issu les conférences en ligne. mais le titre, c'était quoi le titre? C'était « Faire preuve de créativité dans l'enseignement des Oui, sciences ». la semaine dernière à l'Université de Montréal. Ah, tu l'as redonné la semaine dernière. Ouais. C'était pas la première fois que tu le Dans donnais. le cadre de C'est la je l'ai phase. donné juste une fois. C'est l'Université de Montréal qui m'a Ok. invité, colloque de la réussite. OK. Ouais, j'ai donné pour l'université. Puis Ouais. c'était quoi les... C'est la première et la seule conférence que j'ai faite sur comment enseigner, Ok. comment j'enseigne un peu. Là. Puis t'as toutes sortes de trucs avec les... Je sais qu'il y a des chansons, il y a des trucs mnémotechniques, il y a des... Évidemment, j'ai pas assisté à tes cours, malheureusement. En fait, si tu veux résumer ça super rapidement, c'est qu'il faut enseigner comme on est. C'est-à-dire qu'il faut être nous-mêmes dans l'enseignement. Il ne faut pas essayer de se faire Un plan de cours tu sais, qui est- de dire, ben moi, il faut que j'enseigne de telle manière, il faut que j'enseigne de telle manière. Il faut faire ça comme on aime. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime chanter, je leur ai fait des chansons, mais ça, c'est parce que je buvais un peu trop pendant la pandémie. C'était dur, Sont-tu sur la Spotify, pandémie. tes chansons de- Non. Tu préfères un album? Ouais. Encore une fois, c'est ça. Non, mais des chansons avec de l'information dedans, donc tu as été C'est le résumé de mes cours. Ouais. J'adore, tu peux passer l'examen. Mais là, si je t'as- peux pas si croire t'as que t'en écouté as la même pas chanson, au là. moins enregistré Est-ce que une. tu veux que nous ça soit dans faire le un domaine. petit extrait? Ben oui, Non, c'est ça. je suis en train- c'est sûr que non, là, j'ai pas bu. On Mais peut non, mais tu sais, travailler les là-dessus, on a du étudiants, cidre. c'est pas si bien Ouais, pensé, c'est ça, on a du cidre, en tout Je cas. reviendrai. Mais non, mais tu sais, c'est ça, moi, j'aime ça. Fait que, tu sais, pendant la pandémie, les étudiants, j'avais vraiment pitié d'eux, là. C'était sur Zoom tout le temps. Puis là, moi, je voulais qu'ils viennent. Tu sais, tu t'as dit, on va sûrement le trouver en
ligne. Moi, je veux pas que les gens ils aillent m'écouter en ligne. C'est plate, écouter un truc enregistré. Moi, j'aime que les gens ils viennent leur parler. Là, t'es dans un podcast en ce moment. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, le monde, ils sont avec nous, ils sont dans leur auto, ils sont... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose du tout. C'est pas comme, j'essaye d'enseigner quelque chose aux gens qui nous écoutent. Là, ils sont dans leur auto, je sais pas où, ils ont du fun. Puis, fait que quand je suis avec des étudiants, je veux un contact. C'est mieux comme ça. Mais là, c'était dur avec Zoom et tout ça. Fait que là, je disais, mais il faut que vous veniez. Puis il me disait, mais des fois, on est crevé. Je dis, OK, mais réécoute pas mes 2 heures de cours. Je vais te faire un résumé. Puis tu vas avoir toute l'information que tu as besoin en 3 minutes. Puis en même temps, ils apprenaient des chansons des années 80. Fait que, non, mais tu vois, il y avait une autre personne à l'Université de Montréal qui est un acteur. Ben là, lui, il fait de la réalité virtuelle, des trucs. Faut enseigner comme on est. Puis, on aime ce qu'on fait, puis il faut le transmettre de cette façon-là, puis évidemment, avec une application clinique. Moi, mais, OK, mais... là, je m'excuse auprès de tout le monde, mais moi, parce qu'il faut au moins que je pose une ou 2 questions, un petit pavé dans la mort par rapport à ça. À propos de l'enseignement? Ouais, non, par rapport à exactement ce que tu as dit. Est-ce que... Puis ça fait quelques années que je ne vais plus maintenant enseigner à la fac, mais je l'ai fait pendant de nombreuses années. Est-ce que les étudiants viennent chercher des informations ou ils viennent chercher des notes? Moi, c'est la question que je me suis posée, parce que tu dis, puis là, je parle en médecine vétérinaire, je ne parle pas d'université en général. La façon qu'on les sélectionne maintenant avec des tests psychométriques, une population qui est très, je trouve à mes yeux, très homogène, beaucoup plus homogène qu'elle était dans nos années. Presque des clones. Est-ce que... Puis moi, c'est la question que je me suis posée dans les dernières années où j'enseignais, de me dire, les gens qui sont assis devant moi, c'est quoi leur motivation primaire? Puis la deuxième affaire, c'est, est-ce que... Moi, j'ai été l'étudiant qui était représentant des étudiants quand on a repensé le nouveau programme, passé de 4 à 5 ans. Il aime s'en parler aussi. Là, Puis là, oui, j'aime ça le redire, mais tu sais, on est 20 ans plus tard, là, même on est 25 ans plus tard. Moi, le cours qu'on donnait à Option en 3e année en imagerie, là, on le donnait à des étudiants qui ne savaient pas c'était quoi l'édème pulmonaire parce que ça, ils le voient en 4e année. Fait moi, je leur expliquais les signes radiographiques de l'édème pulmonaire d'une manifestation pathophysiologique qu'ils ne connaissaient pas. Tu sais, la réflexion sur l'intégration. Moi, je veux mes crédits à moi parce que j'ai besoin d'avoir tant d'heures. Tu sais, l'intégration transversale des nouvelles connaissances puis tout ça. Ouais. En tout cas, moi, c'est les 2 questions que j'aime poser. Non, on est vraiment dans la révision du programme, puis ça va prendre plusieurs années parce qu'on veut vraiment très bien le faire, puis ça, c'est en cours, puis ça va être super le fun, je suis sûre. Là. Fait que ça devrait plus être trop un problème, là, l'ordre des choses, là, puis je pense que ça l'est déjà moins. Et puis, l'autre point que tu mentionnais, qu'est-ce que les étudiants viennent chercher des notes ou quoi? Non, les étudiants, ils sont... même si, effectivement, la sélection a changé, puis que des fois, on a sélectionné un type d'étudiant peut-être un peu différent de ce qu'on avait avant, etc., mais ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Ils sont tous fantastiques. Ah ouais, mais ça, c'est juste pas qu'ils sont pas géniaux. Non, mais c'est nous qui les stressons. En fait, c'est nous qui les stressons. Ils stressent tout seuls, mais il faut juste enlever ce stress-là pour aller chercher le meilleur en eux. Puis, en fait, moi, ce que je fais, c'est que moi, il n'y en a pas de stress avec mes examens. Ils savent exactement ce qui va tomber. Je leur fais des Quizlets. Ils ont toutes les questions. Tu sais, je veux dire, les questions en Quizlet, c'est court parce que je suis feignante. Dans l'examen, c'est un tout petit peu plus long parce que c'est comme un peu que la clinique, mais c'est la même chose. Fait que moi, ils n'ont pas de stress. Si tu viens à mes cours, tu participes, tu essaies d'être réveillé. Ben, si tu dors, ça marche moins bien. Ben, un examen de comportement stressant, ça serait bizarre. Là. Ben, ça peut. Hein, c'est comme si moi, je donnais le cancer dans mes questions. Ben, là, c'est ça. Mais... Non, et fait que je leur enlève le stress. Fait que moi, dans mes cours, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois là, que tu te mettes dans la peau du vétérinaire. Puis que quand j'enseignais les exos, c'était la même chose. OK, on est tous ensemble, on a un cas, on doit le sauver, on doit faire de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu dois réfléchir, tu dois prendre part à la réflexion. Fait qu'ils sont actifs pendant mes cours. Je fais pas leur transmettre des données. Je leur montre des choses, je les fais participer, je leur montre les animaux, je leur montre des vidéos. Ils doivent participer. S'ils participent dans leur tête, parce que c'est sûr qu'à 100, ils peuvent pas tous lever la main puis me dire ce qu'ils pensent. Mais s'ils font ça, ils n'auront aucun problème d'examen. Fait qu'il faut qu'ils prennent du plaisir à faire ces choses-là, à participer, parce qu'ils veulent tous être vétérinaires. Ils veulent tous... Mais en fait, pourquoi je disais ça, c'est que moi, je faisais des cas cliniques, là, puis ils me disaient tout, moi, mais je leur donnais pas les cas avant. Là, j'ai pas d'une PowerPoint, puis là, je me faisais envoyer des courriels. Puis là, on n'a pas les PowerPoint à l'avance, puis on n'est pas capable de suivre, puis on n'est pas... Tu sais, puis c'est là, je me suis dit... En tout cas, je trouve qu'il y a une réflexion à faire... Vraiment sur... Il y a beaucoup de réflexions. C'est beau, ces nouvelles méthodes-là, mais en même temps, qu'est-ce que les... Puis c'est pas un blanc. Moi, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que ceux qui sont assis là viennent chercher dans les cours? Puis je parle pas de la 5e année, je parle vraiment des 4 premières années, les cours magistraux. En fait, c'est qu'il faut vraiment leur remettre un peu les choses. Parce que moi aussi, c'est comme, mais là, on n'a pas le PowerPoint. Je suis comme, mais t'en as pas besoin. Je suis comme, garde, si je ne t'ai pas donné,
c'est que t'en as pas besoin. Oui, mais est-ce qu'il accepte cette réponse-là? T'sais? Parce que des fois, il l'accepte pas. J'ai donné des cours en Illinois, c'était la même chose. Là. Il manquait une ligne. Je lui donnais une slide qui était différente de ce qu'il y avait parce qu'il manquait un mot. Il voulait que je leur redonne le set de notes pour un mot. Puis je trouvais ça, j'exagère à peine. Non, mais t'as raison. Puis je me ça, disais, c'est comme avec les clients, faut lâcher prise. Oui, faut lâcher prise, sauf que... Tu sais, des clients qui vont t'écœurer pour des trucs niaiseux, il y en aura toujours, mais des étudiants aussi, mais c'est pas représentatif. Ça représente pas. T'as raison, c'est un bon... Ils sont tous 99%, ils sont contents. T'en as toujours un qui va chialer, qui est trop stressé. Mais je suis d'accord. Je me demandais jusqu'à quel point il faut que le professeur adapte son cours qu'il donne, mais il faut aussi, en quelque part, parce que tu peux pas adapter à 100% pour aller rejoindre peut-être ce qu'il voudrait dans l'idéal. Il faut aussi que ça adapte. Il faut que l'adaptation vienne des deux côtés et qu'on se rencontre au milieu. Exactement. Moi, c'est comme ça que je vois ça, puis j'aime pas les extrêmes en général, mais des fois, j'ai l'impression que ça pousse plus d'un bord que de l'autre. Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est les attentes. Ouais. C'est que quand dans la vie, c'est toujours pareil, que ce soit avec les clients, avec les étudiants, quand tu as des attentes qui sont claires, que tu sais c'est quoi leur job, puis qu'est-ce qu'eux, ils vont recevoir, puis qu'est-ce qu'eux, ils doivent donner, puis que c'est clair et net du début, tu as beaucoup moins de problèmes. Gérer les attentes. C'est gérer les attentes. Fait que après, il y en a toujours qui vont aller chercher la petite bête et tout, puis tu leur dis, garde, c'est pas grave, c'est pas important. Là. Mais les attentes de Dan, c'est qu'on arrête bientôt. Fait qu'on ferme la boîte de Pandore. Je sais que la boîte de Pandore se ferme avec, je sais que tu dois faire quelque chose de bien parce que tu as eu le prix d'excellence en enseignement en 2022. Oui. On te félicite pour ça. Professeur bien aimé. Je suis certain que c'est très... Oui, de l'université. Donc, je suis certain que c'est bien mérité. Puis, on te remercie. Puis moi, je trouvais que si on finissait ça à 60 minutes, c'était plate qu'elle ait fait 2 heures de trafic. Oui, 60 minutes de podcast. Fait que là, on se rapproche du temps de voiture, un meilleur ratio meilleur. Pour t'avoir fait déplacer aussi loin. Merci beaucoup. Merci Marion, vraiment. T'es un grand plaisir de te recevoir. D'ailleurs, la prochaine fois, on fera un autre épisode avec toi, puis on parlera plus du reste. Ah ouais, comment t'as dit ça? Tantôt, une personne à 2 épisodes? Ouais, t'es un 2-episode guest? Ouais, je sais pas. On pourrait parler pendant plus que 2 épisodes, certains. Mais au pire, quand tu écoutes les épisodes, s'il y a des trucs qui te font réagir, là, envoie-nous un petit message. Oui, parce que c'est sûr que notre comportement est erroné, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'elle doit avoir des choses qui... Non. Remarque. Ça fait toujours réagir, c'est le fun, mais je suis sûre que le monde, c'est ça. On est dans notre auto, puis on est comme « Ah ouais, mets-toi l'affaire. » On est comme si on était avec vous, là. C'est le fun. C'est le but de l'exercice. Mais merci beaucoup. C'est très plaisant. Merci à vous de faire ça. Pour ton temps, puis ta générosité, puis aussi pour les petites gâteries au miel que tu nous as apportées. Oui, c'est toujours les très miel apprécié. de mes abeilles. Toujours bon, un bon miel. Ouais. Alors, nous, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Oui, je te remercie toi aussi, Eric. Je te remercie aussi. Et je remercie tout l'auditoire. Puis... Oui, abonnez-vous. Oui, cliquez. On dit tout ça, on oublie de dire ça. Cliquez. Puis... Ah ouais, vite! On lance le générique! Yes, il attend juste ça, Daniel. Pèse sur le piton, mon cher. Pèse sur le piton! Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui,